Tu débutes sur Excel ou tu veux repartir sur de bonnes bases. Dans ce premier module, on va vraiment poser les fondations, comprendre Excel et son interface, savoir où cliquer et surtout avoir directement les bonnes astuces pour naviguer plus vite sur Excel. Si tu veux accéder à la formation complète, qui est 100% gratuite, avec 8 modules décomposés en petites vidéos, je te laisse cliquer sur le lien en description. Tu pourras accéder à l'ensemble des vidéos et également des fichiers Excel de mise en pratique avec leurs corrections, ainsi que des fiches synthétiques de raccourcis clavier, de fonctions essentielles sur Excel. Et c'est parti pour ce premier module des arcanes d'Excel, qui sera plutôt un module introductif, dans le sens où on va plutôt apprendre à s'orienter dans l'outil, avant vraiment de l'utiliser en tant que tel, parce que c'est quand même important avant de lancer tes premiers sorts sur Excel, de savoir où sont tes outils, de comprendre vraiment la structure générale d'Excel. J'imagine que tu as déjà été confronté à des fichiers Excel de tes collègues où il y a plein d'onglets, de chiffres, de menus. Donc c'est difficile de se repérer parce que tu sais pas forcément par où commencer. Donc sache que c'est tout à fait normal. Enfin, moi dans mon cas également, même quand je récupère un fichier d'un collègue où il y a plein d'infos dans tous les sens, c'est difficile de s'y repérer. Mais c'est pour ça qu'avant toute chose, il faut déjà bien comprendre l'interface d'Excel, de bien comprendre comment naviguer facilement pour vraiment gagner du temps dès le début. Parce que c'est vrai que qu'Excel peut paraître complexe au début, mais si tu as dès à présent les bons automatismes, tu peux vraiment gagner du temps. Parce que par exemple, Excel a plein de fonctionnalités, pas forcément toutes utiles. Et ce qui est important, c'est d'ouvrir les bonnes portes et limite d'ignorer celles qui sont pas forcément utiles, hein. Là vraiment, l'idée c'est pas de connaître tout Excel, c'est vraiment que je te guide vers ce qui est vraiment le plus utile, ce qui va te faire gagner le plus de temps et qui va limite couvrir un plus large scope. Parce que il y a pas mal de fonctionnalités d'Excel qui sont un peu désuètes, on va dire. Donc vraiment, l'objectif à la fin de ce module, c'est que tu sauras comment te repérer dans Excel, tu seras vraiment prêt à manipuler tes données, comme un véritable apprenti sorcier Excel finalement. Tu auras vraiment tous les outils en main pour avoir les bons réflexes par la suite. Donc ici, je suis sur la page d'accueil d'Excel. Donc je peux créer un nouveau classeur ici en cliquant sur Nouveau classeur, tout simplement. Et donc j'atterris sur une feuille de calcul Excel avec des infos en haut, quelques infos en bas, mais pas tant que ça. Et surtout une grande feuille de calcul vierge avec plein de cellules à l'intérieur, avec des colonnes, des lignes. Tu connais déjà sûrement, mais ça va être important avant toute chose. Je t'explique un petit peu à quoi servent les différentes parties de l'interface. À commencer par exemple par le ruban en haut. Le ruban, il va te permettre d'accéder à pas mal de fonctionnalités. Il y en a pas mal, hein, parce que tu vois que là j'ai plusieurs onglets. Là par exemple je suis sur l'onglet Accueil. Et là j'ai plusieurs groupes de commandes. Là j'ai presse-papier, police, alignement, nombre, etc., etc. Et au sein même de ces groupes de commandes, j'ai pas mal de petites icônes. Donc si je laisse ma souris quelques secondes, même pas, sur une icône, tu vois que j'ai le nom de l'icône qui apparaît. Donc là par exemple c'est gras, mettre votre texte en gras. Donc j'ai même le raccourci clavier qui s'affiche, un CTRL plus G. Donc ça peut être pas mal, hein, de penser à faire ça quand on n'est plus sûr de à quoi sert une icône. Ce qui peut être pas mal aussi à savoir, c'est que en bas à droite de chaque groupe de commandes, tu as une petite flèche qui sont des paramètres, on va dire, avancés de ton groupe de commandes. Par exemple là, le groupe de commandes police. Donc si je clique dessus, je retrouve les paramètres de ce groupe de commandes là, mais j'en ai aussi des supplémentaires. Donc des paramètres avancés comme par exemple la possibilité de pouvoir barrer son texte, de mettre en expose en indice. Donc ça, ce sont des paramètres qui n'apparaissent pas ici de base. Ça, tu peux l'avoir un peu pour tous les groupes de commandes, sauf exception. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'y en a pas. Mais ici, en tout cas, à chaque fois, on les retrouve. Donc je te rappelle, donc vraiment l'objectif c'est pas de connaître toutes les icônes ou même tous les groupes de commandes. L'essentiel déjà ça va être de connaître les plus utiles au quotidien. En plus de ça, on va voir que dans certains cas, on va pouvoir se passer du ruban parce qu'on va directement automatiser la chose avec des raccourcis clavier. Donc il y a certaines icônes qui sont moins utiles et en plus de ça, on aura l'occasion aussi de revenir lors des prochains modules. Donc pour te résumer les différents onglets du ruban, sans trop aller dans le détail non plus. Donc sur l'onglet accueil sur lequel on est actuellement, on a les options de copier-coller. Donc ça, on va pas forcément énormément l'utiliser parce que on va plutôt utiliser les raccourcis, hein. Bon, là on les voit d'ailleurs, CTRL plus X, CTRL plus C,
Donc les fameux CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller, CTRL-X plus CTRL-V pour couper-coller. Donc ensuite là tu as des fonctionnalités plutôt sur la police, l'alignement, donc c'est plutôt des paramètres de traitement de texte habituels comme la police d'écriture, la taille du texte, est-ce que c'est en gras, en italique, en souligné, la couleur de la case, la couleur du texte. Voilà, c'est vraiment des fonctionnalités de base. Le fait de pouvoir centrer le texte. Donc ensuite, cette fonctionnalité-là, elle est vraiment utile parce qu'elle te permet de mettre en forme le nombre. Par exemple, un nombre, si tu veux que ce soit une date, tu peux le mettre en format date. Si tu veux que ce soit en mode pourcentage, tu peux le mettre en mode pourcentage, etc., etc. Ça va être vraiment utile pour le coup. Et ensuite, sur cet onglet accueil, tu auras tout ce qui est mise en forme conditionnelle. Donc, suivant certains critères dans des tableaux, tu peux mettre des couleurs, par exemple. Donc ici, on peut insérer, supprimer des lignes ou des colonnes. Donc, on peut utiliser cette partie-là d'Excel, mais c'est vrai qu'en général, on utilise soit les raccourcis clavier, soit directement le clic droit. On a des paramètres de filtre, de tri. Donc ça, c'est plus pour des données sur des tableaux, des paramètres de recherche, de sélection. Enfin voilà, donc ça, c'est un onglet vraiment qu'on va beaucoup utiliser au quotidien, même s'il peut être vraiment quand même recommandé d'utiliser des raccourcis clavier au max. Donc juste avant, il y avait l'onglet Fichier, que l'on a vu tout à l'heure, qui te permet donc d'accéder à des nouveaux classeurs, si tu veux en créer des nouveaux. Tu peux même utiliser des modèles prédéfinis par Excel. Donc là, par exemple, tu as un calendrier annuel personnalisé. Donc tu as aussi accès à tes derniers fichiers Excel ouverts, que tu peux ouvrir aussi. Donc plus globalement, sur cet onglet Fichier, tu auras tous les paramètres d'impression, d'enregistrement, d'exportation, et puis après, tu auras les paramètres de ton compte. Je peux revenir en arrière ici, ou alors j'appuie sur échappe, hein, les deux fonctionnent. Ensuite, on a l'onglet insertion qui va être vraiment utile pour créer des tableaux ou des tableaux croisés dynamiques. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir dessus. Tu peux créer aussi tout ce qui est graphique. Il y a aussi tout ce qui est forme, image, même zone de texte. L'onglet dessin, on va pas trop l'utiliser, à part vraiment si tu as des talents d'illustrateur et que voilà, tu as envie de faire des petits dessins. Hop. Mais voilà, c'est pas forcément l'outil le plus utile. L'onglet mise en page, lui, il peut être pas mal, notamment pour te préparer à imprimer tes feuilles Excel. Donc c'est pas toujours utile parce que t'as pas toujours besoin d'imprimer, que ce soit en PDF ou en papier, tes fichiers Excel. Donc voilà, donc tu peux régler tes marges, l'orientation, est-ce que tu veux que ce soit du paysage ou du portrait. Tu peux même définir une zone d'impression. Tu peux choisir d'afficher ou non le quadrillage, etc., etc. Donc en pratique, on va quand même peu utiliser cet onglet. L'onglet formule, on pourrait penser qu'il est super important parce qu'il te donne en fait une bibliothèque de toutes les fonctions que Excel propose et tu vois qu'elles sont réparties suivant des thématiques, par exemple des fonctions de logique, des fonctions de texte, de date et heure, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'en pratique, moi je vais très peu l'utiliser, cette partie-là d'Excel avec le listing des fonctions. Parce que c'est vrai que bah, déjà, elles vont pas être toutes utiles, hein, ces fonctions-là. Tu vas pas forcément t'amuser à te dire, ah bon, bah, laquelle je vais prendre parmi celles-ci. Ouais, ce serait trop fastidieux. Donc directement, tu voudras prendre la bonne du premier coup. Donc pour ça, bah, je vais t'apprendre les fonctions les plus utiles, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que cette partie-là sera pas forcément très très utile. Après, voilà, une partie un peu plus utile de temps en temps, ça va être le gestionnaire de noms. C'est si tu veux par exemple nommer des plages de cellules, des tableaux. Tu peux leur donner un nom pour que ce soit un peu plus parlant après quand tu fais appel à ces tableaux. Sinon ici on a tout ce qui est vérification de formules pour gérer les erreurs par exemple. Et après ce qui peut être un peu plus utile parfois c'est quand tu as des fichiers un peu lourds qui ont plein de formules et qui sont un peu lents quand ils doivent à chaque fois recalculer les formules. C'est que tu peux passer tes options de calcul en manuel dans le sens où bah, les formules ne vont plus se mettre à jour. Donc, ce qui va te permettre par exemple de travailler sur ton fichier sans être gêné par la latence. Ensuite, l'onglet données. Donc pour le coup, lui, il est quand même plutôt utile. Déjà, il y a une partie où tu peux faire appel à des fichiers CSV ou toute autre base de données ou fichiers Excel, notamment via Power Query, pour donc récupérer des données provenant d'un fichier externe.
Ensuite, donc il y a toutes les options de tri et de filtre ici, sachant qu'elles apparaissent quand même déjà dans l'onglet accueil, donc c'est pas forcément le plus utile. Après, cette partie-là est quand même très utile dans le sens où tu peux notamment supprimer les doublons si tu dois nettoyer un tableau de données ou qui comporte des doublons. La validation des données, c'est aussi super pratique pour créer par exemple des listes déroulantes. Ça, c'est vraiment une partie d'Excel qu'on va quand même pas mal utiliser. La partie prévision, on peut un peu l'oublier, c'est un peu désuet. La partie groupée dissociée, ça va être pas mal pour créer des masques, pour pouvoir réorganiser un peu mieux tes tableaux, notamment quand tu as beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes. Ça, on aura l'occasion de voir ça. L'onglet révision, ce sera plutôt donc pour gérer tout ce qui est fautes d'orthographe, de grammaire, et aussi pour gérer tes commentaires. Et après, il y a tout ce qui est paramétrage de protection de feuilles ou de classeurs. L'onglet affichage, comme son nom l'indique, il va t'indiquer les différents modes d'affichage. Est-ce que tu veux que ce soit en mode normal comme ici? Est-ce que tu veux qu'il y ait plutôt avec une mise en page par feuille comme si tu faisais une impression? Tu peux demander d'afficher ou non le quadrillage, barre de formule. Une fois que tu as fait tes réglages, tu n'as plus trop de raison d'aller sur cet onglet-là. Ce qui va être pas mal, c'est de pouvoir figer les volets, donc ça on aura l'occasion d'y revenir. Ça va être aussi dans le cas où tu as vraiment des tableaux avec beaucoup de colonnes ou beaucoup de lignes, et tu as quand même envie de garder par exemple une vue quand tu défiles sur par exemple l'entête des colonnes. Je vais pas détailler les onglets automatisés Aide qui n'apportent pas forcément grand chose. Il faut savoir que toi tu peux avoir d'autres onglets qui apparaissent. Il y a notamment l'onglet développeur qui va te permettre notamment de faire des macros. Les fameuses macros qui sont les automatisations via langage VBA. Moi je ne l'ai pas encore activé ici. Donc on verra de toute façon en temps voulu comment activer les macros sur Excel. Voilà, donc on a vraiment fait le tour du ruban sans aller trop dans le détail, évidemment. On aura l'occasion de revenir sur vraiment les icônes qui nous intéressent en temps voulu. Sache que tout à droite, tu as une petite flèche, et si tu cliques dessus, donc tu peux aussi choisir de comment tu veux afficher le ruban. Est-ce que tu veux toujours l'afficher? Est-ce que tu veux plutôt afficher le nom des onglets uniquement? Tu vois, il y a tout le détail qui disparaît. À moins que tu cliques sur l'onglet concerné. Donc dès que tu recliques sur ta feuille de calcul, ça disparaît. Moi, j'ai quand même tendance à préférer l'option toujours afficher le ruban, parce qu'il y a quand même pas mal d'options qui sont utiles et t'as pas forcément envie de devoir recliquer à chaque fois sur l'onglet. Par exemple, l'onglet accueil, plutôt pas mal de pouvoir le voir H24. Ensuite, ce que l'on a, donc moi je l'ai juste en bas de mon ruban, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils accès rapide. Donc c'est vrai qu'en général, par défaut, elle sera plutôt en haut du ruban. Donc si tu veux, je te montre comment faire. Je clique sur la petite flèche et je mets afficher au-dessus du ruban. C'est vrai qu'en général, elle apparaît ici. Moi, j'ai tendance quand même à préférer à l'avoir juste en bas parce que c'est un peu plus visible. Moi, je trouve ça un peu plus pratique, mais après, à toi de voir ce que tu préfères. De base, tu as des fonctionnalités enregistrement, annuler une action ou la rétablir. C'est des options de base où tu vas pas forcément avoir besoin de cliquer sur ces icônes-là pour le faire. Pourquoi? Parce que le mieux c'est d'utiliser les raccourcis, hein. D'ailleurs, si je laisse ma souris dessus, il te l'indique le raccourci. Donc CTRL S pour enregistrer le fichier, annuler c'est le fameux CTRL Z, et rétablir, ce sera CTRL plus Y. Donc la barre d'outils accès rapide, voilà, donc elle peut être utile, c'est si jamais notamment tu as envie d'avoir des fonctionnalités toujours visibles, parce que tu en as certaines qui sont dans le ruban, mais pas forcément dans l'onglet que tu souhaites. Et si tu as envie que cette barre d'outils accès rapide, elle affiche cette fonctionnalité-là, tu peux tout à fait le faire. Par exemple, si c'est le tri et filtre, le filtre ici, là, tu peux faire clic droit, ajouter à la barre d'outils accès rapide. Donc là, tu vois que j'ai l'option filtrer qui s'affiche ici. Peu importe dans quel onglet du ruban je suis. Donc tu peux tout à fait personnaliser ta barre d'outils accès rapide en fonction des icônes que tu utilises le plus. Pour la retirer, donc tu as juste à faire clic droit et supprimer de la barre d'outils accès rapide, tout simplement. Alors ce que l'on a aussi en bas de la feuille Excel, c'est les onglets. Donc là actuellement tu as qu'un seul onglet qui est feuille 1. En fait, tu peux voir les onglets comme des sortes de salles de ta maison. À savoir que dans chaque salle différente, tu peux avoir des meubles différents, enfin, des fonctionnalités différentes. Tout comme sur Excel, différents onglets signifient différentes utilisations. À savoir par exemple un onglet pour tes données sources, un onglet pour tes calculs et un onglet pour les graphiques par exemple. Donc il est important aussi de ne pas hésiter à créer plusieurs onglets quand on veut éviter de surcharger une même feuille.
Donc, ce que je te conseille de faire déjà, c'est de mettre un nom assez clair à tes onglets. Là, par exemple, on a l'onglet qui s'appelle feuille 1, c'est pas très parlant, c'est vraiment un nom générique. Utilise plutôt des noms un peu plus explicites comme tableau de bord ou inventaire, voilà. Donc tu as juste à double-cliquer sur le nom de l'onglet et tu renommes comme tu le souhaites. Pour créer un nouvel onglet, tu peux cliquer sur le plus ici. Donc tu vois que ça le crée juste après l'onglet sélectionné. À savoir si là je veux créer un onglet entre inventaire et feuille 2, je clique sur le plus juste après inventaire pour être entre les deux. Voilà. On peut le noter tableau de bord. On peut le nommer calcul. Voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est changer l'ordre des onglets. Donc pour cela, tu peux maintenir ton clic gauche enfoncé et après tu le relâches jusqu'à l'endroit que tu veux faire apparaître l'onglet. Tu peux aussi dupliquer un onglet. Donc pour cela, tu vas faire un petit clic droit sur l'onglet que tu veux copier, que tu veux dupliquer. Puis tu vas aller dans déplacer ou copier. Et donc là, tu peux choisir soit de le déplacer, le copier sur ce classeur-là, soit sur un autre classeur, hein, si tu en as d'autres d'ouverts. Et donc après, tu sélectionnes l'endroit où tu souhaites faire apparaître l'onglet que tu dupliques. Est-ce que tu le veux en dernier, donc c'est-à-dire tout à droite de calcul? Est-ce que tu le veux entre inventaire et tableau de bord? Donc dans ce cas-là, tu sélectionnes tableau de bord. N'oublie juste pas de cocher créer une copie si tu souhaites en effet créer une copie de cet onglet-là et de ne pas faire un couper-coller, mais bien un copier-coller. Si tu as beaucoup d'onglets, ça peut être pas mal aussi d'appliquer des couleurs sur ces noms d'onglets pour un peu mieux distinguer tes onglets. Si par exemple tu as des onglets que tu peux regrouper suivant une certaine couleur, si jamais il y a une thématique similaire entre ces différents onglets. Pour appliquer une couleur, je vais dans couleur d'onglet, donc clic droit, couleur d'onglet. Donc là tu peux appliquer la couleur que tu souhaites, que ce soit une couleur proposée ici ou une autre couleur que tu peux personnaliser comme tu souhaites. Pour supprimer un onglet, tu viens tout simplement faire un petit clic droit, supprimer. Donc attention quand même avant de le supprimer que tu sois bien sûr que tu n'as pas des infos importantes à l'intérieur. Ce que tu peux faire aussi, c'est masquer un onglet ou certains onglets en faisant un petit clic droit masquer. Donc là, contrairement à la suppression, l'onglet elle existe toujours, c'est juste qu'il n'est plus visible ici. Donc ça peut être utile notamment dans les cas où tu as besoin des données de cet onglet, mais pour toi, ces données ne seront plus à modifier et en plus de ça, elles ne devront même plus être consultées parce que peut-être par exemple, elles vont juste servir pour d'autres onglets. Si jamais tu t'es trompé, que tu as masqué un onglet que tu voulais conserver, hein, tu peux évidemment revenir sur cet onglet masqué en faisant un petit clic droit au niveau de ces onglets, puis afficher. Donc c'est là que tu peux afficher une ou plusieurs feuilles. Donc là, il n'y en a qu'une seule de masquée, donc j'ai juste à cliquer sur celle-ci, puis OK. Voilà, donc si tu veux masquer plusieurs onglets en même temps, par exemple, n'hésite pas à faire CTRL plus clic sur plusieurs onglets pour ensuite faire clic droit masquer. Si par exemple tu voulais masquer ces trois onglets en même temps. Puis après, pour les réafficher, clic droit, afficher. Et donc là, tu peux aussi faire CTRL plus clic pour éventuellement les réafficher tous les trois d'un coup. Donc cette astuce de CTRL plus clic pour sélectionner plusieurs onglets, c'est plutôt pratique et là je te l'ai montré pour le masque, mais tu peux aussi l'utiliser pour d'autres choses, hein. Par exemple, pour la couleur, clic droit, couleur de l'onglet. Donc là tu verras que ça l'a modifié pour les trois onglets. Donc si je veux revenir en arrière, petit CTRL Z. Pour naviguer d'un onglet à l'autre, c'est plutôt simple quand t'as pas trop d'onglets, tu as juste à cliquer sur l'onglet. Sinon, tu as la petite flèche ici qui te permettent de naviguer d'un onglet à l'autre. Donc là, actuellement, elles sont pas visibles, tout simplement parce que j'ai pas créé assez d'onglets. Et cette fonctionnalité-là, elle apparaît quand tu as vraiment beaucoup d'onglets et ça peut pas tenir en entier sur ton écran. Restons sur la partie basse de l'écran. Donc tu vois qu'en dessous des onglets, tu as ce qu'on appelle la barre d'état qui indique déjà en bas à gauche le mode actif. Par exemple ici c'est prêt. On est prêt à rentrer une donnée. Après si tu es à l'intérieur d'une cellule, donc là tu vois que j'ai la petite barre qui m'indique que je peux écrire. Il y a écrit entrée. Donc si je mets 8, ça c'est pas forcément très utile, mais au moins tu comprends à quoi ça correspond. Ce qui est vraiment utile, c'est plutôt sur la partie droite. Quand tu viens par exemple sélectionner plusieurs données, donc là il n'y en a qu'une, mais imaginons on en a deux.
Si je sélectionne les deux en maintenant mon clic gauche enfoncé pour sélectionner les deux cases, donc tu vois que j'ai pas mal d'infos numériques à droite, avec la moyenne, 8,5, donc qui est la moyenne entre les deux valeurs, le nombre de valeurs, donc il y en a 2, et la somme, donc 8 plus 9. Donc ça peut être utile pour avoir une information rapidement. À droite, bon bah c'est des paramétrages de zoom, voilà, si je veux plus ou moins zoomer l'écran. Et là, c'est plus des paramètres d'affichage, si je veux faire apparaître par exemple plusieurs pages, comme si je voulais imprimer le fichier Excel. Après, c'est pas forcément utile. C'est vrai que pour le zoom, c'est un peu plus rapide en général d'utiliser le contrôle plus molette pour zoomer ou dézoomer. Je vais maintenant te montrer comment ouvrir, enregistrer, préparer pour l'impression ton fichier. C'est vraiment des notions de base, mais on n'a pas toujours tendance à avoir le réflexe d'enregistrer un fichier, mais pourtant c'est primordial parce que ça peut te faire tellement perdre de temps si jamais tu as un petit bug informatique et tu te rends compte que tu n'as même pas enregistré ton fichier. Premier réflexe quand tu crées un nouveau fichier Excel, c'est de l'enregistrer. Donc pour cela, soit tu passes par la barre d'outils Accès rapide, tu as enregistré ici, soit tu passes par fichier, enregistrer, ou soit directement tu utilises le CTRL plus S, donc le raccourci clavier, qui est donc ce que je te recommande. Tu peux le nommer comme tu le souhaites, fais en sorte quand même que le nom soit parlant et choisis l'emplacement tout simplement en fonction de est-ce que tu veux l'enregistrer dans ton OneDrive ou dans tes documents. Là on voit que par défaut il me propose de l'enregistrer en .xlsx qui est vraiment le format classique, standard on va dire, d'Excel. Tu peux avoir d'autres formats couramment utilisés, par exemple le .csv, ça c'est pour vraiment avoir du texte brut. Donc ça peut être vraiment utile, notamment pour importer, exporter des données vers d'autres logiciels. Mais attention parce que dans le cas du .csv, ça va t'enregistrer qu'une seule feuille et ça va enlever toute mise en forme que tu as effectuée. Ça va même enlever les formules, c'est-à-dire que ça va juste garder les résultats de ces formules. Voilà, donc c'est bon à savoir quand même que le .csv, il a ses limites. Il y a d'autres formats, notamment le .xlsm qui te permet de prendre en charge des macros. Donc là actuellement on n'y est pas, donc le .xlsx fera très bien l'affaire. Ce que tu peux vouloir faire aussi c'est ouvrir un classeur. Donc pour cela, tu peux aller dans Fichier, Ouvrir. Tu pouvais rester uniquement dans l'interface d'accueil où il te propose les fichiers Excel ouverts récemment. Sinon, pareil, un raccourci pour ouvrir, c'est CTRL plus O. Ça te permet directement d'accéder à l'interface d'ouverture des fichiers. Sachant qu'après, tu peux aussi parcourir dans tes documents sans problème. Une petite astuce que moi j'utilise pas mal pour ouvrir mes fichiers récemment ouverts, tout simplement, c'est que je vais aller sur ma barre de tâches, Windows, et donc je vais faire un petit clic droit sur l'onglet Excel. Donc là, il va me proposer les fichiers Excel ouverts récemment. Ça, c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser souvent parce que je trouve que c'est le limite le plus pratique. Ensuite, de temps en temps, il peut t'arriver de vouloir imprimer ton fichier Excel, ou du moins une partie de ton fichier. Donc pour cela, tu peux aller dans Fichier, puis Imprimer. Ou sinon, tu as un raccourci clavier qui est le CTRL plus P. Je vais déjà ouvrir un autre fichier Excel complété pour que ce soit un peu plus parlant, parce que là, j'ai juste un fichier vide. CTRL plus O. Donc je vais ouvrir celui-ci, module 0101. Voilà, donc j'ai un tableau en question. Donc CTRL plus P pour imprimer mon fichier. Donc tu vois que là j'ai choisi l'imprimante Print to PDF pour imprimer en PDF. Sinon tu peux aussi sélectionner ton imprimante pour imprimer en papier si tu préfères. À droite tu as les feuilles de prévisualisation, donc tu en as 4, là tu peux les dérouler. Donc là c'est pas forcément adapté au niveau du format, j'ai plein de colonnes et la dernière est carrément inutile. Donc là, tu as différentes options que tu peux modifier. Donc, par exemple, là, tu peux choisir d'imprimer les feuilles actives. Là, il n'y avait qu'une seule feuille active pour le coup. Donc tu peux imprimer les feuilles actives si tu le souhaites. Sinon, tu peux imprimer le classeur en entier, notamment si tu as plusieurs onglets. Ou juste imprimer la sélection. C'est-à-dire qu'au préalable, tu as sélectionné une partie de ton tableau que tu souhaitais imprimer. Et après, tu coches imprimer la sélection. Là, évidemment, on va éviter cela parce que j'avais rien sélectionné en particulier. Donc il m'a laissé sur la case unique que j'avais sélectionnée. Tu peux choisir aussi quelle est l'orientation que tu souhaites, est-ce que c'est en portrait comme ici ou en paysage. Tu vois qu'en format paysage, il m'a même augmenté mon nombre de pages, il y en a 6. Il y a à la fois trop de lignes et trop de colonnes pour que ça tienne sur une seule page.
Bah, ensuite, tu peux choisir est-ce que tu veux que ce soit en A4, en A3, etc. La taille des marges. Et là, donc ça, c'est très utile. Est-ce que tu veux une mise à l'échelle ou non? Donc là, on ne veut pas de mise à l'échelle, donc ça va entre guillemets imprimer en taille réelle, hein, comme on s'y attendait, donc par défaut. Ou sinon, tu peux forcer pour avoir ton tableau sur une page. C'est peut-être affiché en trop petit comme cela, mais sinon tu as d'autres possibilités comme tu peux ajuster toutes les lignes à une page par exemple. Tu vois que pile poil le nombre de lignes tient sur une page, mais j'ai quand même deux pages parce que bah, mon nombre de colonnes dépasse sur une deuxième page. De la même façon, tu peux ajouter toutes les colonnes à une page si tu le souhaites. Donc nous, on va faire déjà quelques pré-réglages pour modifier cela, parce que c'est vrai qu'il est super important évidemment de savoir à quoi va ressembler ce que tu vas imprimer avant de vraiment le faire. Mais toi, tu peux faire des petits réglages en amont pour pas trop être surpris au niveau de la prévisualisation. Donc pour cela, tu vas dans l'onglet mise en page. Ici, tu peux choisir justement si tu veux une orientation portrait, paysage. Voilà, par exemple, si on va choisir portrait. Donc là aussi, tu peux choisir les marges que tu souhaites mettre en valeur. Et là, ce qui est pas mal, c'est que tu peux définir une zone d'impression. Avant de cliquer sur zone d'impression, il faut déjà que je sélectionne la partie à imprimer. Imaginons que j'ai pas envie de sélectionner les colonnes L, M, N, O parce que les colonnes ne sont pas remplies. Je peux choisir de sélectionner uniquement la partie qui m'intéresse. J'utilise le clic gauche, je maintiens le clic gauche, je sélectionne mes colonnes, je déroule pour m'arrêter ici. Donc je relâche le clic gauche et j'ai ma sélection de fait. Donc ensuite j'ai juste à cliquer sur zone impression, définir. Donc là j'ai défini ma zone d'impression comme celle-ci. Comme ça je me limite vraiment à cette partie-là pour imprimer. Et j'enlève les colonnes suivantes. Ce que je peux faire aussi, notamment dans le cas où j'ai beaucoup de colonnes ou beaucoup de lignes, c'est de forcer pour que j'ai une ligne, par exemple, qui s'affiche à toutes mes pages d'impression. Par exemple, si je souhaite que la ligne d'en-tête de mes colonnes, elle apparaisse sur chacune de mes pages, comme ça je sais de quoi il s'agit à chaque fois sur toutes mes pages, ça peut être intéressant. Par exemple aussi, si le nom et prénom, je veux le figer dans le sens où je veux qu'elle apparaisse sur toutes mes pages, pour pas me retrouver avec juste une date d'initiation toute seule, sans contexte, ça peut être pas mal aussi. Donc pour cela, je vais cliquer sur imprimer les titres. Donc là, on retrouve ma zone d'impression qu'on a mis tout à l'heure. Donc je peux aussi la modifier ici. Donc là, c'est A1 jusqu'à K51. Tu vois qu'il y a les petits pointillés qui indiquent la zone sélectionnée. Et ensuite, dans les titres à imprimer, je peux donc indiquer quelle est la ligne à répéter en haut. Donc là, je vais tout simplement sélectionner ma ligne 2, qui correspond à ma ligne d'en-tête. Donc je vais cliquer sur le 2 à gauche. En cliquant sur le 2 directement, ça va me sélectionner l'entièreté de la ligne. Et pour les colonnes à répéter à gauche, donc je me mets ici et je vais sélectionner directement ma colonne A et B. Donc pareil, là je vais cliquer sur ma colonne A et je vais maintenir mon clic gauche enfoncé pour sélectionner aussi ma colonne B. Donc là je peux cliquer sur OK. Ok, voilà, donc j'ai déjà fait un peu plus de réglages. Donc on va voir maintenant l'impression, donc CTRL P. Alors, orientation portrait, donc là on va faire plutôt pas de mise à l'échelle. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il a bien compris qu'il fallait prendre uniquement la zone d'impression. Il s'arrête bien à la colonne mission en cours. Il m'a bien figé mes deux premières colonnes. Et on voit que le fait d'avoir figé ma première ligne d'en-tête, ça n'a pas forcément été utile parce qu'on a de toute façon pas trop de lignes pour que ça dépasse d'une seule page. Si je m'étais mis en paysage, par contre, tu vois bien que ma ligne d'en-tête, elle apparaît également sur la page 2. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de mettre, par exemple, ajuster toutes les colonnes à une page. Pas forcément. Ajuster toutes les lignes à une page, finalement, ça rend plutôt bien. Bon voilà, à toi de voir la mise en forme que tu préfères avant l'impression. Tu as un peu toutes les clés en main pour pas être surpris quand tu vas chercher ton papier à l'imprimante. Allez, il est maintenant temps de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les cellules et la barre de formule. Donc essayer de comprendre comment ça fonctionne sur Excel. Déjà, un classeur Excel, tu peux considérer que c'est une sorte de salle avec pas mal de casiers rangés de façon verticale et horizontale. À savoir que une ligne va correspondre à une rangée horizontale de casiers et une colonne, une pile verticale de casiers. À leur intersection, tu as le casier en question qui est sur Excel la cellule B3. On parle d'adresse de cellule. À l'intérieur de ton casier, tu peux y ranger un peu ce que tu souhaites,
Comme tu peux y mettre un peu ce que tu souhaites dans une cellule, à savoir un texte, un nombre, une date, une formule magique. Et c'est important de distinguer vraiment l'adresse de la cellule et son contenu. Donc l'adresse, le casier, la cellule B3, et le contenu, donc le texte qui est à l'intérieur, le papier, etc., etc. Donc là, on se retrouve sur notre classeur Excel. Donc on retrouve nos noms de colonnes A, B, C, D, E, etc. Nos lignes, donc là c'est plutôt des nombres. Et nos adresses qui correspondent au couple colonne-ligne. Donc là par exemple c'est l'adresse B4 pour cette cellule-là. Et le contenu de cette cellule, je peux très bien le modifier en double-cliquant, puis en redouble-cliquant pour tout sélectionner. Donc là par exemple il s'agit de texte parce qu'une cellule peut contenir du texte, des nombres, des formules. Donc par exemple, on va mettre du texte en cellule C3. Donc double-clic pour commencer à écrire. Puis on va indiquer par exemple Terra et Entrée pour valider. Donc tu vois que toutes nos premières colonnes correspondent à du texte. La ligne d'en-tête aussi c'est du texte. Mais tu peux aussi très bien mettre des nombres, comme ici en colonne F, G, en colonne J, et même en colonne I, à savoir donc la date d'initiation. En fait, c'est une date, mais elle est stockée sous forme de texte en fait sur Excel. Il faut savoir que le 1er janvier 1900, ça correspond au chiffre 1 sur Excel. Et donc le lendemain, le 2 janvier 1900, ça correspond au chiffre 2, etc., etc. À chaque fois, on s'incrémente d'un pour chaque jour passé. Pour noter donc la puissance magique, par exemple en case F3, donc qui correspond à la puissance de Nightshade, je vais faire double-clic ici. Puis je vais écrire 32 par exemple, puis entrer, tout simplement. Ok, on a vu le texte, les nombres. Maintenant, on va voir une formule toute simple. Les formules, elles sont caractérisées par un petit égal au début de ce que tu as écrit. Donc, par exemple, si on veut faire une force cumulée qui est égale à la somme de la puissance, du niveau et du nombre de sorts connus, je vais déjà écrire un petit égal ici. Tu vois que là, j'ai un égal qui apparaît ici, mais aussi sur la barre de formule ici. Donc tu as le choix, soit tu continues à écrire sur ta barre de formule, soit tu continues à écrire directement ici à la suite, ça va très bien fonctionner. Donc tu as le choix, soit tu sélectionnes directement ta case F3 pour dire que tu veux faire un calcul sur ta case F3, plus G3, plus J3. Soit tu peux aussi très bien l'indiquer à la main. Là, je vais double-cliquer pour sélectionner puis supprimer la partie que je veux enlever. Je peux très bien écrire F3 à la main, ça fonctionne aussi. C'est peut-être moins recommandé parce que c'est plus rapide de cliquer directement sur d'autres choses, hein, dans ta formule. Tu es pas obligé de faire appel à des cellules existantes. Tu peux très bien aussi faire plus 1 si tu le souhaites, diviser par 2, le multiplier, c'est la petite étoile, 0,5, et c'est assez classique. Donc là, j'appuie sur Entrée. Là, ma force cumulée, c'est 124. Donc c'est la somme de 32 plus 15 plus 77. Donc là, tu vois que quand je clique sur ma cellule ici, j'ai le résultat de 124 ici. Par contre, sur ma barre de formule, j'ai toujours ma formule en question. Je n'ai pas le résultat. Et ça, c'est très utile parce que ça signifie aussi que quand je vais modifier, par exemple, une de mes valeurs, par exemple la puissance, je vais passer à 33, eh bien ma formule va mettre à jour le résultat. Parce que ma formule, c'est F3 plus G3 plus J3. Et étant donné que F3 a augmenté de 1, alors ma force cumulée a également augmenté de 1. Donc tout à l'heure, on avait la même chose entre la barre de formule et ce qui est indiqué sur la cellule, parce que c'était du texte, parce que ici c'est un nombre, ce n'est pas une formule. Mais dès qu'il s'agit d'une formule, tu verras qu'il y a une différence entre ce qui est indiqué sur la barre de formule, à savoir la formule, et sur la cellule, à savoir le résultat. Si jamais tu as un résultat qui peut te paraître étrange, il va être important de regarder la barre de formule, pour voir qu'est-ce qui cloche. Est-ce que ce sont les signes qui sont mal nommés? Est-ce que ce sont les cellules appelées qui correspondent pas à celles que tu aurais dû prendre? Il faut que tu considères que le résultat d'une cellule, ça correspond à ton plat dans l'assiette, donc ton chaudron. Si jamais ton plat il a un aspect ou un goût bizarre, tu vas plutôt regarder la recette ou les ingrédients pour voir ce qui cloche. Dans la barre de formule, tu auras le détail et tu vas pouvoir effectuer les corrections si besoin. Ok, alors maintenant on va pouvoir voir comment sélectionner et manipuler les cellules et plus globalement comment se déplacer assez rapidement sur notre feuille de calcul. Donc pour cela, on va pas mal utiliser quand même des raccourcis clavier. C'est quand même des gestes qui vont faire un peu toute la différence entre un utilisateur débutant
et un expert. Même si tu n'as pas besoin d'être, expert pour, utiliser ces raccourcis clavier, j'ai envie de dire, c'est encore mieux d'apprendre à les utiliser dès tes débuts sur Excel, pour avoir en fait les bons réflexes, directs, qui vont te faire gagner du temps. Il est possible quand même que la plupart de ces raccourcis, tu les connaisses déjà. Donc je vais te montrer des raccourcis de moins en moins connus a priori, au fur et à mesure. Le clic gauche pour sélectionner une cellule, ça tu connais. Si tu maintiens le clic, on a vu que ça te permet de sélectionner une flèche de cellule. Ensuite, donc avec le clavier, tu peux te déplacer avec les flèches du haut, du bas, de gauche, de droite. Autre méthode aussi, c'est d'appuyer sur Entrée pour aller à la cellule du bas ou d'appuyer sur Tab pour aller à la cellule de droite. Pour se déplacer de bas en haut, bah, tu peux utiliser tout simplement la molette. Ça, c'est une pratique courante. Si tu cliques sur ta molette puis que tu bouges ta souris, que ce soit de haut en bas ou de gauche à droite, ça te permet de déplacer de gauche à droite ou de bas en haut. Donc, sachant que tu peux aussi très bien utiliser les barres de défilement ici. Pour aller plus vite sur la barre de défilement, par exemple, dans le cas où tu as des tableaux avec plein de lignes, pour aller vraiment plus vite, tu peux cliquer en même temps sur Maj plus clic sur la barre de défilement et tu vois que tu traverses les lignes bien plus rapidement. Donc maintiens bien la touche Maj en même temps que le clic. Et même chose ici pour aller de colonne en colonne. N'hésite pas à tester en même temps ces méthodes, ces raccourcis en direct pour vraiment te familiariser avec tout cela, parce que c'est vraiment avec la pratique que tu vas apprendre. Ensuite, donc pour sélectionner plusieurs cellules en même temps, donc tu peux utiliser le contrôle plus clic. Donc tu maintiens le contrôle plus clic, donc tu peux en sélectionner 2 ou plus. Tu peux même aussi sélectionner une autre plage de cellules si tu maintiens ton clic gauche aussi en même temps. On voit vraiment qu'est-ce qu'on a sélectionné parce que les cases sont en surbrillance. Ensuite, pour sélectionner des cellules d'affilée, le contrôle plus clic, ça fonctionne, mais il y a plus simple. Donc c'est de cliquer sur la première cellule, puis de laisser Maj appuyé, puis de cliquer sur la dernière cellule de la sélection. Là, tu vois que ça sélectionne tout en incluant la première et dernière cellule. Là, si je clique ici, tu vois, ça me sélectionne tout un tableau et je peux adapter à chaque fois en appuyant sur Maj. Bon, si jamais tu es tout en bas et tu veux revenir, sur, la case A1, tu peux cliquer sur contrôle plus la touche début. Alors maintenant, un des raccourcis clavier que j'utilise le plus, ça va être le contrôle plus maj plus flèche du bas ou flèche de droite. Donc à quoi ça sert? Ça sert par exemple à sélectionner toute une colonne. Donc là, par exemple, si je me mets sur ma case A2 et que je fais contrôle maj flèche du bas, donc tu vois, ça me sélectionne toute ma colonne en s'arrêtant au dernier caractère non vide. Ça veut dire que si par exemple j'ai une case vide en plein milieu, donc par exemple la case A19, si je fais contrôle maj flèche du bas, donc ça va s'arrêter avant la case vide. Donc là, si je veux quand même continuer à sélectionner, il faut que je continue à faire contrôle maj flèche du bas, puis encore contrôle maj flèche du bas. Et donc de la même façon, tu peux aussi faire contrôle maj flèche de droite pour sélectionner jusqu'à droite. Ou pareil, contrôle maj flèche de gauche. Puis après tu peux, si tu veux sélectionner aussi à la fois plusieurs lignes et plusieurs colonnes, tu peux alterner entre contrôle maj flèche de gauche, puis après contrôle maj flèche du bas par exemple. Donc ça, c'est pour sélectionner plusieurs cellules. Ça peut être utile notamment pour les copier-coller. Ensuite, ce que tu peux utiliser, c'est contrôle plus flèche. On enlève le maj. Donc là, on ne veut pas forcément sélectionner un tableau. On veut plutôt aller à la cellule qui est, par exemple, si je fais contrôle plus bas, la plus basse. En case A2, si je fais contrôle plus bas, donc là, il ne va pas jusqu'à la fin, il s'arrête avant la case vide. Donc si je veux encore aller plus bas, il faut que je reclique sur contrôle plus bas, contrôle plus bas. À voir si tu préfères, mais tu as aussi la possibilité d'utiliser le double-clic sur une bordure, que ce soit basse, droite, haut ou gauche d'une cellule pour directement remplacer le contrôle plus bas, contrôle plus droite. Donc là, par exemple, si je double-clique ici sur la bordure basse de Nightshade, on voit qu'il va à Cold Spire, donc juste avant la case vide. Si je redouble-clique, il va là, puis si je redouble-clique, il va là. De même, si je double-clique à droite, il va à la dernière cellule avant une case vide. Ça revient au même. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer le faire au clavier, mais à toi de voir ce que tu préfères. De la même façon, si le contrôle maj flèche du bas, c'est pas ce que tu préfères, tu peux double-cliquer ici, mais il faut que tu fasses en même temps quand même, c'est d'appuyer sur maj. Donc maj plus double-clic.
bah, tu sélectionnes. Ça remplace le contrôle mage flèche du bas. Et pareil pour contrôle mage flèche de droite, tu peux le remplacer par mage plus double clic sur la bordure. Allez, on va tester comment sélectionner le nom et le prénom de tous nos sorciers avec nos raccourcis clavier. Donc pour cela, donc si je fais contrôle mage flèche de droite, ça va aller trop loin, donc c'est pas forcément la bonne idée. Je vais recliquer sur contrôle plus flèche de gauche pour revenir à Nightshade. Donc je vais plutôt utiliser mage plus flèche de droite. Parce que contrôle plus mage va jusqu'au bout, alors que juste mage plus flèche de droite me permet de sélectionner la cellule qui est juste après. Par contre, là, je peux utiliser contrôle mage flèche du bas pour sélectionner l'ensemble des noms. Il faut encore que je le fasse une, deux fois pour tout sélectionner. Si tu te rends compte que tu veux enlever la dernière ligne, eh bien tu appuies sur mage plus flèche du haut. Donc là, ça va t'enlever uniquement la dernière valeur. Tu peux le faire autant de fois que tu le souhaites. Pour la sélection de colonne, donc le plus simple, c'est de cliquer sur l'entête de colonne, donc la B. Pareil pour la ligne, sur l'entête de ligne. Sinon, dans certains cas, ça peut être pratique d'utiliser un raccourci clavier. Donc tu as le CTRL plus espace qui te permet de sélectionner la colonne associée à ta sélection. Et sinon, tu as le mage plus espace qui te permet de sélectionner la ligne. Donc là, vraiment, ça prend la ligne entière et la colonne entière. Il n'y a pas une histoire de ça s'arrête au dernier caractère indiqué. Non. Pour insérer ou supprimer une cellule, donc tu as plusieurs méthodes. Par exemple, si tu veux insérer une ligne entre la ligne 6 et la ligne 7, entre Botspire et Stormrider, il faut que tu te places toujours sur la ligne du dessous. C'est-à-dire, on va pas se mettre ici, on va se mettre ici. Parce qu'on va ajouter une ligne juste au-dessus. Donc tu peux faire clic droit, insérer. Si tu voulais en insérer une deuxième, une ligne, n'hésite pas à appuyer sur F4. Comme ça, tu peux refaire l'action autant de fois que tu le souhaites. F4 ou Fn plus F4 te permet uniquement de refaire la dernière action que tu as faite, hein. Donc ça va vraiment dépendre de l'action que tu as faite juste avant. Sinon, il existe un raccourci clavier pour insérer une ligne. C'est CTRL plus plus. CTRL avec le signe plus. Et après, pour supprimer, tu peux tout simplement faire CTRL plus moins. Sachant que tu aurais très bien pu aussi faire clic droit, supprimer. Il y a une différence entre faire clic droit supprimer, comme ce que j'ai fait ici, clic droit supprimer, CTRL Z pour revenir en arrière, et faire supr, qui va uniquement supprimer le contenu des cellules. Oui, je sais, ça fait quand même pas mal de raccourcis clavier, de méthodes à retenir. Mais sache que déjà, tu es pas obligé de toutes les retenir, ces méthodes-là, parce qu'il y en a certaines, ça fait un peu doublon, mais je t'ai montré plusieurs méthodes avec des clics, uniquement parfois, avec parfois que du clavier. À toi de voir après ce que tu préfères en termes de manipulation, en termes de confort. C'est propre à toi et si tu en retiens quelques-uns déjà, ce sera déjà un vrai plus. Alors maintenant, on va récapituler sur ces raccourcis de navigation principaux avant de vraiment mettre en pratique cette partie-là. Donc pour sélectionner plusieurs cellules, maintiens la cellule contrôle et en même temps clic gauche de la souris. Comme ça, tu sélectionnes plusieurs cellules, pas forcément adjacentes. Pour sélectionner un bloc d'un coup, tu peux maintenir la touche mage appuyée, puis tu utilises le clic gauche. Donc là, on a des cellules adjacentes. Pour sélectionner un bloc jusqu'à la dernière case non vide, CTRL plus mage maintenu et flèche du bas, flèche du haut, de gauche ou de droite. Donc ça, c'est vraiment une méthode que je te recommande de retenir. Après, si tu préfères le double clic sur la bordure, vas-y, hein. Moi, c'est vrai que j'aime moins, mais à toi de voir ce que tu préfères. Pour sélectionner une colonne, CTRL plus espace. Donc là, ça va vraiment sélectionner l'entièreté de la colonne. Et de même pour une ligne, ce sera plutôt mage plus espace. Allez, on va revenir sur la saisie et l'édition de données, notamment sur les formules. Donc on a vu qu'on pouvait directement commencer à écrire des formules. Si tu mets par exemple égal, plus F3, plus G3. Et je peux aussi très bien modifier ou écrire ma formule ici sur la barre de formule en haut. Barre de formule que je peux d'ailleurs agrandir ici, hein, en laissant mon clic appuyé ici, notamment dans le cas où j'ai des formules particulièrement longues. Là, c'est pas forcément le cas, donc on va laisser comme ça. Donc sur cette barre de formule, tu peux aussi écrire directement, ajouter tes cellules. Donc tu vois qu'elles se mettent même en couleur ici.
Donc tu peux faire le lien entre la couleur G3 et la case entourée ici. Donc ça aide pas mal pour se retrouver. Ce que tu peux faire aussi d'ailleurs, hein, c'est en maintenant ton clic appuyé sur la bordure d'une des cases, tu peux déplacer cette case-là et tu vois que de G3, je suis passé à I3 en maintenant mon clic appuyé et en le relâchant là où je veux. Donc ça peut être pratique. De la même façon, tu peux étirer aussi une case pour, que ça devienne un tableau, par exemple. Sur n'importe quel des coins, hein, tu peux, augmenter ici, la taille de ton tableau. Là, tu vois, c'est une sélection. Une sélection séparée par, 2 points. Donc c'est une liste de valeurs. Donc tu ne vas pas additionner une liste de valeurs avec le nombre 15 puis le nombre 77, ça n'a pas de sens. Et au moins tu sais que au delà de le modifier ici, ici, tu peux aussi le modifier ici. Ensuite, donc si tu veux valider ta fonction, tu peux appuyer sur entrée. Si, tu avais commencé à faire des modifications, mais en fait, tu te rends compte que tu voulais pas le faire, que tu veux revenir en arrière, bah, tu peux cliquer sur échappe et là on revient sur, à quoi ressemblait ma formule juste avant. Ensuite, en cliquant sur FX, bah, il te propose d'insérer une fonction avec notamment les fonctions les plus courantes comme somme, moyenne et cetera. Donc là, par exemple, si j'enlève ma formule, je laisse le égal et je clique sur FX, si je double-clique sur somme, il me propose même, une plage de cellules. Là, c'est J3 jusqu'à K4. Ça correspond pas forcément trop à ce que je souhaite, mais après je peux sélectionner comme je le souhaite mes cellules. Je clique sur OK et voilà. Là, c'était juste une somme, c'est à la place de faire, F3 plus G3, je vais utiliser la fonction somme qui fait la même chose. Donc entrée, ça va te permettre de descendre, hein, une fois que tu as validé, la fonction. Ça va à la cellule du dessous. Tu peux faire sinon tab, si tu veux aller à la cellule de droite. Alors si tu veux aussi remplir plusieurs cellules sélectionnées, ça c'est également possible, hein. Par exemple, pour toutes ces valeurs-là, tu veux indiquer 5, par exemple. Donc en maintenant CTRL appuyé plus entrée, tu vois qu'elles se remplissent de partout. Ça peut être utile. En ce qui concerne les petits signes qu'il y a à côté de la fonction, la coche, ça correspond à entrée. Donc autant cliquer sur entrée sur ton clavier, ce sera plus simple. Et là, à la place de la croix qui te permet d'annuler ce que tu viens de faire, tu peux très bien utiliser la touche échappe. Pour supprimer le contenu de tes formules ou de tes cellules en général, tu peux utiliser Supr sur ton clavier, tout simplement. Allez, maintenant qu'on a vu tout ce qui est saisie, édition de données et même les outils de sélection, on va pouvoir voir tout ce qui est copier-coller, recopie intelligente. Donc en réalité des fonctionnalités qu'on utilise vraiment super souvent sur Excel. Ça correspond aux fonctionnalités qui sont sur l'onglet accueil ici en haut à gauche. Donc il sera quand même mieux d'utiliser les raccourcis clavier, à savoir CTRL-C, CTRL-V pour faire un copier-coller. Si par exemple on veut copier-coller le royaume d'origine, Erindor, je veux le copier-coller en case H5, donc CTRL-V ici. Couper-coller, c'est pas CTRL-C, CTRL-V, c'est CTRL-X, CTRL-V. On va voir la différence, CTRL-X, CTRL-V. Donc tu vois que ça efface le contenu de ma cellule. CTRL Z pour revenir en arrière. Étant donné qu'on a vu comment sélectionner plusieurs cases, on est capable de faire des copier-coller multiples. À savoir, donc, par exemple, si je veux copier mon royaume d'origine Erindor sur plusieurs cellules, par exemple sur les cellules H8 jusqu'à H10, donc j'ai juste à sélectionner ces 3 cases, puis faire CTRL-V. CTRL-Z, j'aurais très bien pu le faire aussi sur des cellules non adjacentes en faisant CTRL plus clic au préalable, puis CTRL-V. Pour une formule, les copier-coller, ça fonctionne pas forcément pareil. Par exemple, on revient sur notre formule F3 plus G3 plus J3. Si je fais un copier-coller de ma case L3 sur ma case L4, donc à la suite, donc tu vois que ma formule, elle a changé. Pour L3, on faisait appel à la ligne 3 et pour L4, on a fait appel à la ligne 4. Donc d'ailleurs, c'est plutôt cohérent, donc, parce que la force cumulée, on veut la calculer pour tant de field. Alors que si tu avais fait le copier-coller directement dans ta formule, donc ici, CTRL-C, CTRL-V, et bah, tu vois qu'il y a une différence. Parce qu'on aura le même résultat étant donné que la formule est exactement la même. Ce qu'on peut utiliser à la place du copier-coller, c'est ici le petit carré sur le coin droite que tu peux faire dérouler. En fait, tu peux faire dérouler la formule en maintenant ton clic gauche appuyé et en déroulant. Et donc là, à chaque fois, tu vois que ta formule se met à jour en fonction de ta ligne.
Donc les cellules appelées, elles se décalent. Tu peux aussi double-cliquer sur le petit carré en bas à droite et tu vois que ça va dérouler la formule jusqu'en bas. Donc c'est vrai qu'en général, on a tendance à mettre la formule sur la première ligne, sur la première cellule, puis après directement faire un petit double-clic. Et tu vois que la formule, elle s'applique de partout, en s'arrêtant quand même avant la dernière ligne non vide. Petite exception, donc si jamais tu as une ligne vide, CTRL++, là si tu fais double-clic sur le coin droit, ça va s'arrêter avant cette ligne vide. Donc je suis obligé de redéfiler ici, puis double-cliquer à nouveau pour étendre ma formule. Donc tu comprends maintenant comment appliquer une formule de partout. Soit tu maintiens ton clic sur le bord droit pour dérouler la formule, soit tu double-cliques, ça c'est souvent le plus rapide, soit tu utilises CTRL-C, CTRL-V. Sachant que là, si j'utilise CTRL-MAJ flèche du bas, il va tout me sélectionner. Donc c'est pas forcément ce que je veux. Pourquoi il me sélectionne toute la colonne? Parce qu'il n'y a que des cellules vides à la suite. Donc là, pour lui, il va jamais atteindre la dernière valeur non vide. Si je fais un CTRL-V, je vais plutôt tout sélectionner à la main. Ou alors utiliser Maj plus clic gauche, puis CTRL-V. Et là, ma formule aussi se décale. En termes de copier-coller, on a plusieurs options. Si je veux copier-coller toute ma colonne force cumulée, ma colonne L, si je veux la coller en colonne M, là, si je fais juste CTRL-V, bah, j'aurai un problème de valeur. Tout simplement parce que bah, là, c'est pas mes lignes que sont décalées, ce sont mes colonnes. De F3, on est passé à G3, de G3, on est passé à H3. Évidemment, on somme du nombre avec du texte, ce qui n'est pas possible. Donc ce que l'on voulait faire peut-être à la place, c'était plutôt par exemple de coller en valeur. Donc coller non pas les formules, mais coller les valeurs. Donc pour cela, tu peux faire un petit clic droit, option de collage, et donc dans les options de collage, la deuxième option c'est valeur. Ainsi tu colles en valeur directement. Donc tu fiches dans le marbre tes formules. Le raccourci associé c'est CTRL-MAJ plus V. Donc c'est comme le CTRL-V, c'est juste qu'il faut rajouter un maj en plus. Une autre méthode que tu peux utiliser pour déplacer une valeur, c'est le cliquer plus glisser. Par exemple, si je veux déplacer le 125 sur la cellule d'après, je peux cliquer sur la bordure de ma cellule. Donc je maintiens le clic gauche appuyé, puis je déplace. Ça marche un petit peu comme un coupé-coller. CTRL-Z pour revenir en arrière. Pour faire la même chose, mais sans couper la valeur initiale, mais juste en la collant, il faut que tu maintiennes la touche CTRL appuyé. CTRL, clic, je relâche. Et là, ça n'a pas coupé-collé, ça a bien copié-collé. Autre option aussi, donc si par exemple tu souhaites que cette ligne-là, elle ne soit plus en première position, mais elle soit plutôt en deuxième, donc pour cela, tu peux cliquer sur Maj, tu laisses Maj enfoncé, puis clique sur la bordure, et donc tu vas déplacer ta ligne juste après Turnfield. Comme ça, Nightshade sera en deuxième position et Turnfield en première. Donc ça vient en fait t'insérer des lignes et des colonnes. Donc il y a une différence entre faire juste clic plus déplacer. Ça va me remplacer mes cellules là et ça va me couper mes cellules là. Et faire maj plus clic gauche, puis je relâche là où je veux l'insérer. Donc là, ça va me décaler vers le haut les cellules précédentes et celles-ci, ça me les ajoute entre Starfall et Cold Spire. Donc ça peut être pratique de temps en temps. Là, je te l'ai montré sur une ligne. Tu peux aussi l'appliquer sur une colonne ou sur juste une cellule. Toi de voir. Sinon, tu peux aussi le faire en plusieurs fois en faisant un petit CTRL-C sur ta ligne et donc à l'endroit où tu souhaites l'insérer, par exemple juste au-dessus de Ravenlock, donc je me mets sur la ligne Ravenlock, je fais un petit clic droit, puis insérer les cellules copiées. Donc là, ça ne me l'a pas déplacé, ça me l'a collé. Si je voulais le couper, j'aurais fait un CTRL-X. CTRL-X plus insérer les cellules coupées. Et là, de fait, ma ligne associée à Turnfield, elle est passée de la ligne 3 à la ligne 7. Donc tu le comprends bien, tu peux aussi cumuler CTRL plus Maj plus le clic sur la bordure. Hop, si je relâche mon clic ici, eh bien ma ligne est dupliquée ici sans être supprimée sur ma ligne 3. Alors que si j'avais juste appuyé sur Maj plus clic gauche, elle aurait été déplacée. Donc tout dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux dupliquer? Est-ce que tu veux déplacer? Tu as plusieurs options. Ce que Excel fait aussi, c'est te permettre de prolonger une série automatiquement. Donc par exemple, si on a indiqué 1 là, on a indiqué 2 là, mais on veut aussi à chaque fois incrémenter de 1, à la place de le faire à la main, eh bien, tu peux le faire juste en complétant les deux premiers, puis en double-cliquant ici, en bas à droite, et tu vois que ça a continué ma série en ajoutant 1 à chaque fois. Attention cependant, hein, si tu le fais juste sur le 1,
ça ne va pas fonctionner, ça va rester sur ton 1. Il faut vraiment en avoir au moins 2 pour continuer la suite. Sachant que si je sélectionne uniquement mon chiffre 2 est répété, c'est pas forcément ce que je veux, donc il faut pas oublier de sélectionner le 1 et le 2 avant de double-cliquer sur le petit carré en bas à droite. Donc évidemment, tu peux aussi le faire comme ça. Là, on l'a fait pour un chiffre, mais on peut aussi le faire pour un jour de la semaine, par exemple. On n'a même pas besoin de mettre mardi, il va directement comprendre qu'il faut continuer. Si par contre tu veux que ce soit vraiment du lundi de partout, bah, n'hésite pas aussi à mettre 2 lundis d'affilée et après si tu défiles, tu auras du lundi de partout. On l'a vu sur des nombres, sur des jours de la semaine, sur des dates c'est pareil, ça fonctionne aussi. Donc là par exemple, il m'incrémente d'un jour automatiquement. Après si je voulais plutôt incrémenter d'un mois, en passant du 1er janvier au 1er février, j'aurais juste à mettre les 2 premiers puis ensuite à dérouler. Tu vois qu'il complète de façon intelligente à la suite. Pour le texte, c'est pareil, si tu veux alterner entre nécromancie, alchimie par exemple, eh bien si tu déroules, ça suit cet ordre logique. Enfin voilà donc cette partie-là est assez intelligente sur Excel et n'oublie pas de l'utiliser plutôt que de recopier à la main ou de même de faire des copier-coller. Même si pour les copier-coller, hein, tu peux aussi, te permettre de copier ces 2 cellules-là, puis après de faire une sélection où tu fais un petit CTRL V pour faire la suite. Mais attention quand même, parce que ici, ça a fonctionné parce que j'ai sélectionné un nombre pair de cellules, par chance, mais si jamais tu en sélectionnes par exemple 5, si je fais un CTRL V, bah, il va s'arrêter, juste à la première sélection. Alors il fallait vraiment que je mette un nombre pair ou du moins un multiple du nombre de cellules de ma sélection pour que ça fonctionne. Si c'était 3 cellules d'affilée que je voulais recopier à chaque fois, alors il fallait que ce soit un multiple de 3, à savoir 3 cellules, 6 cellules, 9 cellules, etc. On va aller encore plus loin, c'est si jamais tu as vraiment plein de cellules à mettre d'affilée et que tu as pas envie de te casser la tête, tu peux utiliser la fonction séquence. Si par exemple tu fais 1000 valeurs à la suite, séquence de 1000, donc là ça te propage ta formule jusqu'à la millième ligne. Donc après, si tu veux figer ça dans le marbre, n'hésite pas à faire un petit CTRL Maj flèche du bas, puis CTRL Maj V pour coller en valeur. Comme ça, ta formule disparaît. Voilà, ça c'est un petit bonus. Ça, c'est plutôt si tu as un grand nombre de données et tu as envie de gagner du temps plutôt que de tout dérouler. Allez, petit récap de ce qu'on a vu sur les raccourcis clavier pour les recopies. Donc pour copier, tu utilises CTRL plus C. Pour couper, CTRL plus X. Donc là, ça vient t'effacer ce que tu coupes une fois que tu le colles avec CTRL plus V. Pour coller en valeur, donc pour notamment effacer les formules et même la mise en forme, tu vas utiliser les touches CTRL plus Maj que tu maintiens appuyé plus V. Allez, maintenant on va voir comment gérer les erreurs sur nos formules et quelles sont les bonnes pratiques pour justement corriger ces erreurs. Parce que on peut souvent être confronté à des erreurs de référence, de division par zéro sur nos formules et on ne sait pas trop comment gérer forcément ces erreurs. Donc par exemple, si sur ma colonne n, donc en n3, j'indique la formule nombre de sorts connus divisé par nombre de sorts connus par niveau. Et bien là, j'ai une division par zéro. Tout simplement parce que j'ai divisé 77 par 0 parce que j'ai rien indiqué en cellule M3. Donc là, on comprend rapidement que pour corriger l'erreur, donc il faut que j'évite la division par 0 qui est impossible en notant par exemple un nombre en case M3. Donc là, mon erreur disparaît. Le calcul peut bien se faire. 77 divisé par 12. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme erreur? Donc par exemple, si je veux additionner le nombre de sœurs connues avec la mission en cours, bah là j'ai un dièse valeur. Et j'ai une erreur de valeur sur le petit point d'exclamation ici. Tout simplement parce que je ne peux pas additionner un nombre et un texte. Les signes addition, soustraction, division, multiplication, ils doivent se faire entre nombres. Donc le texte, il ne pourra pas être pris en compte ici. Si je voulais non pas additionner, mais mettre à la suite 77 et combat, donc dans ce cas-là, il fallait que j'utilise plutôt l'esperluette. Donc le et comme ça. Et là, l'erreur disparaît et j'ai 77 combats à la suite. Donc l'esperluette, ça peut être pratique vraiment quand on veut concaténer du texte, des nombres, plusieurs textes d'affilée, plusieurs nombres d'affilée. Ça peut être utile pour le coup. Donc tu vois qu'il y a vraiment une différence entre ce qui est affiché ici dans notre cellule, donc le dièse valeur, avec la formule qui, elle, demeure intacte.
Il n'empêche que ça reste impossible de faire ce calcul-là. On revient sur notre formule N3 égale à J3 divisé par M3. Là, c'est bon, ça fonctionne. Par contre, si à un moment donné, je me rends compte que ma colonne M3, j'en ai plus besoin, je peux la supprimer. Clic droit, supprimer. Là, tu vois que j'obtiens un dièse ref. Erreur due à une référence de cellule non valide. Et là, pour le coup, je peux regarder ma formule. Et même dans ma formule, j'ai ce problème-là. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai fait appel à J3 divisé par M3, sauf que j'ai supprimé la colonne M. Là, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Donc là, il faut faire vraiment attention quand tu as des cellules qui dépendent d'autres, de pas forcément les supprimer. Il faut vraiment être sûr qu'elles ne sont pas utilisées dans d'autres formules avant de les supprimer. Là, c'est le cas. En supprimant la colonne M, eh bien, notre formule, elle passe en dièse ref. Vraiment, il y a une différence entre faire juste un petit supre qui vient effacer ta valeur, bon là, il y a un problème de division par 0, et faire carrément une suppression qui vient complètement enlever la colonne. Donc là, tu vois que ma formule qui était en N3 de base est passée en M3 parce que j'ai supprimé la colonne entre. Ça peut être embêtant si tu te rends compte un peu trop tard. Parce que tu ne pourras pas forcément toujours compter sur le CTRL Z si tu ne le remarques pas tout de suite que ça a cassé une formule. Allez, les erreurs de calcul principales, donc on a vu, il y avait division par 0. Par exemple, si tu mets égal 2 divisé par 0, tu auras forcément une erreur. On a aussi le dièse non, point d'interrogation. Ça, c'est si jamais tu as un texte qui est non reconnu. Par exemple, égal somme avec un seul m de A3 à A6. Donc ça, c'est tu voulais faire la somme entre A3 et A6, sauf que la fonction somme prend 2m. Et somme, SOME, n'existe pas. Dièse valeur, donc ça c'est si tu mélanges un type texte, un type nombre. Donc par exemple le chiffre 1 plus A, ça va pas fonctionner. Le dièse ref, c'est pour une référence non valide. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, une formule pointant sur une cellule supprimée. Et enfin le NA, pour une valeur non disponible. Donc par exemple une fonction de recherche, si tu recherches la valeur 10 dans la liste 1, 2, 3, bah, tu ne vas pas la trouver. La valeur est non disponible. Dans tous les cas, quand tu obtiens une erreur sur tes formules, l'important c'est vraiment de regarder les ingrédients, la recette, donc la formule, pour voir quelle est l'anomalie. Allez, on va voir maintenant comment rechercher et remplacer des valeurs. Parce que c'est vrai que parfois, dans un fichier Excel, avec plein d'onglets, plein de lignes, de colonnes dans chaque onglet, tu cherches une valeur, mais tu sais pas où la trouver, et le faire à la main, ça te prendrait vraiment trop de temps. Pour cela, il faut utiliser la fonction de recherche, avec donc notamment sur le ruban accueil, à droite, tu vas rechercher. Mais le plus simple, c'est d'utiliser le raccourci clavier CTRL plus F. Directement, tu as cette fenêtre qui apparaît de recherche et même de remplacement. Ici, si on reste sur recherche, si par exemple je cherche le nombre 28, donc j'ai juste à écrire 28 et à cliquer sur rechercher tout. Donc là, on trouve déjà le niveau 28, ok. Là, si je clique sur suivant, j'ai le nombre de sœurs connues 280, ok. Donc on a un 0 en plus après le 28, mais j'ai bien vraiment 28 d'inclus dans la cellule. Là, si je clique sur suivant ou entrée, j'ai le 28 mai 1952, ok, il y a le 28 pour le nombre de jours. Donc là, j'ai 3 résultats. Ils sont d'ailleurs affichés tous les 3 là. Par contre, si moi je le souhaite uniquement chercher les cellules qui contiennent 28 et uniquement 28, rien d'autre, il faut que je clique sur Options, puis je dois cocher la totalité du contenu de la cellule. Et là, dans ce cas-là, si je fais rechercher tout, eh bien je n'ai plus qu'un seul résultat, cette cellule G5. C'est comme si dans ta salle de casier, donc tu cherchais tous les casiers contenant une clé. Donc il y a une différence entre contenir une clé et peu importe s'il y a un coffre ou pas, comme ici. Donc il y a 4 casiers contenant une clé. Et alors que si tu cherches les casiers qui contiennent une clé et rien d'autre, donc uniquement une clé, eh bien, tu n'en as plus que 2. Ce qu'il y a aussi comme option dans la recherche, c'est le fait de regarder dans les formules ou les valeurs. Pour le coup, dans le cas où tu as pas de formule, où c'est uniquement du texte ou des nombres, eh bien ça va pas changer grand-chose d'indiquer valeur ou formule. Les deux vont fonctionner, ils vont trouver dans les deux cas, parce qu'on aura la même chose indiquée ici, dans ta cellule et dans ta barre de formule. Par contre, dans le cas où tu as une formule, ça va changer. Par exemple, si la force cumulée, elle est égale à la puissance plus le niveau plus le nombre de sorts connus, je déroule la formule. Si par exemple on cherche 147 qui est le résultat de la formule en L4. Donc si je cherche
dans les valeurs, eh bien, on trouve bien 147. C'est d'ailleurs le seul cas où je trouve 147. Si je mets formule, je vais rechercher tout, mais on ne trouve rien. Tout simplement parce que dans la formule associée à 147, on a F4 plus G4 plus J4. Pour le coup, il ne va pas trouver 147. Donc vraiment bien penser à sélectionner valeur si on veut chercher les résultats des formules. Et au contraire, si on veut plutôt piocher dans les formules en elles-mêmes, du coup indiquer formule. Par exemple, si on cherchait G4, donc là il ne trouve rien parce que j'ai laissé totalité du contenu à la cellule. Si je veux juste chercher G4, sachant qu'il y a peut-être autre chose dans la formule, comme ici, et bien là je trouve ma cellule L4 et qui contient G4. J'obtiens d'ailleurs aussi le G40 ici, donc ça inclut G4 et donc aussi le G41, G42, etc. Voilà, donc maintenant tu connais la différence entre rechercher dans les formules et dans les valeurs. Maintenant pour remplacer une valeur, donc tu pouvais passer par le CTRL F puis remplacer, ou alors directement c'est le raccourci clavier CTRL plus H. Si on veut remplacer 28 par 29, c'est tout à fait possible. Donc si tu veux le faire uniquement pour les cellules contenant 28 uniquement, tu indiques totalité du contenu de la cellule. Tu peux déjà rechercher tout si besoin, si tu veux être sûr, et après tu peux remplacer tout. Donc là, ça a remplacé le 28 par un 29. Donc c'est comme si pour les casiers contenant une clé uniquement, tu les remplaçais par exemple par une bougie. Si tu veux forcer le remplacement d'une valeur, mais sur une sélection en particulier, ben, c'est tout à fait possible si tu sélectionnes au préalable ce que tu veux remplacer. Par exemple, si tu veux uniquement remplacer des valeurs qui sont en puissance magique, ben, c'est possible. C'est juste qu'il faut que tu sélectionnes la colonne puissance magique au préalable. Donc ça va te permettre d'éviter les erreurs, au cas où tu remplaces une autre ligne, une autre colonne que tu n'avais pas forcément envie de modifier. Par exemple, si on veut modifier le 15 pour qu'il devienne 16, remplacer tout, voilà, ça me l'a remplacé que ici. Et pas sur la colonne G où tu vois qu'il y avait un 15 pourtant. Ensuite, tu peux aussi remplacer sur l'intégralité de ton classeur, notamment quand tu as plusieurs onglets et que tu veux rechercher ou remplacer de partout, tu as juste à sélectionner classeur ici. Et donc dans ce cas-là, le remplacement va se faire sur l'ensemble du classeur. Ça peut être pratique aussi quand tu es vraiment sûr de toi sur la valeur à remplacer. Et donc c'est la même chose pour la recherche. Tu pourrais très bien aussi rechercher dans l'ensemble du classeur. Pour aller un peu plus loin dans la recherche, eh bien on peut utiliser des caractères, point d'interrogation ou étoiles, qui vont correspondre à des caractères inconnus. Par exemple, si je mets 1 puis juste après point d'interrogation, ça signifie que je cherche une cellule contenant un 1 et juste après une seule valeur. Donc le point d'interrogation, ça veut dire n'importe quelle valeur, mais il n'y en a qu'une seule, il n'y a qu'un seul caractère. Ça ne peut pas être par exemple un 2 et un 0, ça va être uniquement par exemple le 2. Donc là, si je cherche cela par exemple sur ma colonne F, rechercher tout, alors là, attention, j'ai beau avoir sélectionné uniquement ma colonne F, étant donné que j'étais resté dans classeur, il va quand même chercher un petit peu partout. Donc, on n'oublie pas de remettre feuille. Donc il me trouve 16 et 13. Le 3 et le 6 correspondent au point d'interrogation ici. Alors que si je mets étoile à la place de point d'interrogation, ben, j'aurai un peu plus de résultats. Rechercher tout, je vais tout resélectionner pour être sûr de ne pas chercher à côté. Puis suivant, donc j'ai le 16, j'ai le 13, ok, mais j'ai aussi le 100. J'en ai un de plus. Pourquoi? Parce que l'étoile, ça correspond à un ou plusieurs caractères inconnus. Donc ça peut être le 3, le 6, tout comme ça peut être double 0 ou 001. Donc voilà, tu vois la nuance entre point d'interrogation qui correspond à un seul caractère et étoile qui correspond à plusieurs caractères, peu importe lesquels. Donc là, on l'a fait sur un nombre. Tu peux aussi le faire sur une date. Par exemple, si tu cherches une date qui commence par 16, donc c'est le 16e du mois, tu sais qu'après, il y a une barre. Puis, donc, tu peux mettre étoile, puis barre. Puis, si par exemple, tu sais que c'est en 1951, tu mets ça. Comme ça, l'étoile, ça peut être 12, comme ça peut être 02, etc. Là, je fais rechercher tout. Et là, j'ai une valeur de trouver. C'était le mois de mars, le mois que je ne connaissais pas. Alors, petite exception, c'est si jamais tu cherches vraiment ce signe étoile qui correspond au signe multiplié, notamment dans une formule, eh bien pour pas qu'il soit reconnu comme un caractère inconnu ou plusieurs caractères inconnus, il faut que tu rajoutes ce signe-là, que j'obtiens en faisant Alt plus le 2. Donc ça signifie non pas que je cherche un nombre finissant par 2, avec peu importe ce qu'il y a avant,
Non, ça signifie vraiment, étant donné que j'ai mis ce signe-là en amont, que je cherche vraiment dans ma formule un fois 2. Voilà, ça c'est pour éviter les confusions, entre le signe multiplié et le signe n'importe quel caractère. Donc pour récapituler, la fonction recherche, tu l'obtiens en faisant CTRL plus F, la fonction remplacer CTRL plus H, l'étoile signifie que tu as un ou plusieurs caractères inconnus, le point d'interrogation signifie que tu as un seul caractère inconnu, donc là par exemple pour une date, tu sais qu'il manque juste un seul caractère. Alors maintenant qu'on commence à apprivoiser nos cellules, les formules, etc., on va voir un petit peu comment les mettre un petit peu plus en forme. Parce que les cellules brutes, elles sont pas forcément super, lisibles, pas très compréhensibles. Donc c'est un peu comme un grimoire, sans enluminure finalement, ça c'est un peu brouillon. Donc on va voir un petit peu comment on peut améliorer tout ça au niveau de la mise en forme. Pour passer de par exemple de ce tableau-là sans trop de mise en forme, à un tableau avec un peu plus de mise en forme, des couleurs, des polices d'écriture et cetera. Donc pour cela, on va surtout utiliser le groupe de commande police du ruban accueil. On pourra donc sélectionner par exemple des polices d'écriture. Je peux augmenter la taille par exemple, passer à 20, à 18 pour le titre. Je vais utiliser aussi une autre police d'écriture, c'est une des polices d'écriture que j'ai téléchargée sur Dafont. Je peux mettre les titres en gras si je souhaite. Je peux aussi mettre ma police d'écriture, augmenter ici la police. Je peux décider de tout centrer. Ah, sauf peut-être la première ligne où je vais aligner à gauche, pour pas que ce soit tronqué. Pour régler la largeur des colonnes, pour que ce soit pile poil ajusté à la taille de ce que l'on a mis à l'intérieur, par exemple pour pas que puissance magique soit tronqué, je vais faire un CTRL-A, CTRL-A, CTRL-A sur l'ensemble du tableau et après je vais double-cliquer sur une bordure de colonne, peu importe laquelle. Et tu vois que ça va réajuster la largeur des colonnes en fonction de la taille, par exemple, du plus grand caractère de cette colonne. Puissance magique, par exemple. Si je veux, je peux aussi élargir, par exemple, la ligne du titre. Je peux aussi appliquer une couleur si je souhaite et changer la couleur du texte. Je peux aussi ajouter un petit dégradé de couleur. Donc, si je vais plutôt ici pour avoir plus de paramètres de police, puis dans remplissage, motif et texture, donc je peux par exemple choisir un dégradé. On va peut-être plutôt prendre noir en couleur et comme cela. OK, OK. Ça donne un petit effet en plus. Ensuite, mon tableau, donc je souhaiterais lui appliquer une mise en forme particulière. Donc déjà, une mise en forme pour les en-têtes. Donc je vais faire CTRL Maj flèche de droite pour sélectionner l'ensemble de mes en-têtes. Donc je peux encore une fois ajouter une petite couleur, appliquer des bordures comme ceci. Ensuite, donc je vais faire pareil pour l'intérieur de mon tableau, donc CTRL Maj flèche du bas, CTRL Maj flèche de droite, autant de fois qu'il le faut. Alors là, il me faut 2 colonnes de plus, donc je vais appuyer sur Maj plus flèche de droite, plus flèche de droite. Ça, j'ai vraiment tout mon tableau de sélectionné. Là, après, tout dépend de ce que tu veux mettre comme couleur, et moi, je vais mettre une couleur, comme ceci. Je peux mettre, des bordures si je souhaite, donc je peux aller dans autre bordure si j'ai envie et indiquer par exemple si je veux uniquement des bordures horizontales et non pas verticales. Je peux juste cliquer par exemple ici ou ici directement pour, que ça apparaisse sur l'ensemble, de mon tableau. Je clique sur OK et là tu vois que j'ai fait apparaître des barres horizontales. Je peux aussi tout à fait mettre des bordures un peu plus épaisses si je souhaite, notamment sur, le contour du tableau avec bordure extérieure épaisse. Ce qui peut être pas mal aussi de temps en temps, c'est, d'utiliser la commande renvoyer à la ligne automatiquement. Par exemple, je veux vraiment réduire la colonne F, mais je veux quand même pouvoir lire puissance magique en entier, donc je peux utiliser renvoyer à la ligne automatiquement. Et là, tu vois que ça va décomposer en 2 lignes pour la même cellule. Et à voir si c'est vraiment intéressant de faire comme ça ou si on préfère rester comme avant. La fonction fusionner et centrer, en règle générale, il faudra quand même l'éviter. Enfin, ça dépend où en fait. Si tu fais un fusionner et centrer par exemple au sein même d'un tableau, donc par exemple si le 16 tu veux le fusionner là et là, c'est-à-dire que c'est une puissance magique de 16 pour Nightshade et Tintfield, tu vas être vraiment embêté par la suite parce qu'après tu peux avoir des erreurs de formule comme ici. Donc là on a enlevé une cellule donc on a un problème de référence. Et en plus de ça, pour tout ce qui est filtre, tri et tout, tu peux être embêté également. Tu peux utiliser fusionner et centrer, hein, par exemple sur le titre. Le titre aura pas trop d'impact. Si par exemple tu veux le centrer au milieu de la colonne A jusqu'à L, bah, tu peux cliquer sur fusionner et centrer. Donc là, tu vois que quand je sélectionne sorcier d'Excel, ça me sélectionne directement le tableau A à L. Donc ça devient une seule cellule.
Si je veux revenir en arrière, je peux aussi recliquer sur fusionner et centrer. Parfois, tu peux aussi avoir envie de copier-coller la largeur de certaines colonnes. Par exemple, si tu veux que toutes tes colonnes elles fassent la même largeur que celle-ci en colonne A, tu peux tout simplement faire CTRL-C sur ta colonne, puis après tu sélectionnes les colonnes qui t'intéressent, par exemple toutes celles-ci, et après tu vas faire un clic droit, collage spécial, et donc tu auras l'option largeur de colonne. Le contenu des colonnes ne va pas changer, par contre, tu vas copier-coller la largeur des colonnes pour qu'elles soient toutes identiques à celle de la colonne A. Là, je clique sur OK, tu vois que ça a fonctionné. Sachant que tu peux aussi régler la largeur de plusieurs colonnes en même temps, en les sélectionnant en même temps et par rapport à la colonne que tu es en train de sélectionner, donc là, par exemple, si je clique ici, ce sera la colonne E. Et bien, si après je relâche, sache que la largeur de cette colonne E va également être appliquée pour les colonnes A à D. C'est-à-dire que j'aurai la même largeur de partout. Donc de fait, si je décide de le faire pour la colonne A à la place de la colonne E, par exemple, ce sera la même chose. La largeur sera respectée pour les colonnes B à E. De manière générale, vraiment le plus pratique, comme je te l'ai dit, c'est CTRL A, double-clic pour réajuster pile poil la largeur des colonnes ou la largeur des lignes, hein. Je peux aussi cliquer ici pour la largeur des lignes. Par exemple, on ne veut pas être comme ça alors que j'ai des espaces vides de part et d'autre de prénoms. Et je ne veux pas non plus être comme ça. Là, c'est tronqué et je vois pas forcément tout facilement. Encore pire comme ça. Donc pense à faire des double-clics pour ajouter les colonnes si besoin. Tu es pas obligé de le faire sur toutes les colonnes en faisant le CTRL A, mais le CTRL A permet quand même de le faire d'un coup. Alors, je vais aussi mettre des couleurs en bas du tableau. Là, par exemple, si je veux remettre une sorte de bleu en bas de mon tableau, donc je vais sélectionner ma ligne 52, puis CTRL-MAJ flèche du bas, sélectionner, et après je vais choisir ma couleur bleu. Je peux aussi faire la même chose dans la colonne haut si je veux, puis CTRL-MAJ flèche de droite, et bleu. CTRL flèche pour revenir. Donc là, j'ai déjà une mise en forme un peu plus au point, on va dire. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser le format pinceau, donc le reproduire la mise en forme. Donc ça, à quoi ça sert? Ça te sert à copier la mise en forme. Par exemple, si tu souhaites ajouter une nouvelle colonne, donc tu veux copier la mise en forme de cette case N2 en case O2, donc tu as juste à sélectionner ta case N2, puis tu cliques sur reproduire la mise en forme, puis tu cliques sur ta cellule O2. Donc là, tu vois que ta mise en forme, elle est respectée. Si je commence à écrire, j'ai également ma police d'écriture qui est la bonne. Donc ça, cette mise en forme, tu peux le faire sur une cellule, tu peux aussi le faire sur une colonne. Il suffit de penser à sélectionner ce que l'on veut copier en termes de mise en forme en amont. Puis après, tu cliques sur reproduire la mise en forme, puis tu sélectionnes ta colonne haut. Tu peux aussi le faire, donc tu reproduis ta mise en forme et tu peux l'appliquer sur plusieurs colonnes par exemple. Donc pour cela, je vais maintenir mon clic sur plusieurs colonnes. Comme ça, j'aurai ma mise en forme de respecter sur 3 colonnes. Et de même, si tu veux le faire sur plusieurs cellules, ça marche aussi. Si tu veux appliquer une certaine mise en forme, par exemple gras plus italique, sur plusieurs cellules, en utilisant le pinceau pour éviter à chaque fois de le refaire, donc tu peux cliquer sur le pinceau pour le faire, mais à chaque fois, tu es obligé de recliquer sur le pinceau. Donc pour éviter cela, pour l'appliquer sur plusieurs cellules, tu peux double-cliquer sur le pinceau. En faisant le double-clic, ça va te le garder en mémoire et donc tu pourras recliquer sur ce que tu souhaites autant de fois que tu le veux. Bon, n'oublie pas aussi les sélections pour l'appliquer plusieurs fois. Bon là évidemment je fais un peu n'importe quoi parce qu'en plus mes dates il me les transforme en nombres. Pour le coup, c'est pas forcément ce que l'on veut. Mais voilà, au moins tu connais cette fonction-là que pas tant que ça connaître. Le pinceau il est souvent connu, mais le double-clic sur le pinceau pour verrouiller la reproduction de mise en forme, c'est quand même pratique. Au niveau de la mise en forme aussi, ce qui est important à maîtriser, c'est le format des nombres. Donc c'est ce que l'on voit sur le ruban à cet endroit-là. Par exemple pour ma case J3 qui est un nombre, je peux le convertir en euros si je souhaite en cliquant ici, en pourcentage. Donc les 3 zéros, ça correspond à un nombre avec 2 chiffres après la virgule. Donc là, pour le coup, c'est 2 zéros. Et là, ça me permet d'ajouter ou de réduire les décimales. Donc là, par exemple, si je veux retirer les chiffres après la virgule, je vais cliquer 2 fois ici. Et sur la liste déroulante, ici, j'ai d'autres formats qui me sont proposés. Par défaut, c'était le format standard. Il le reconnaît en format nombre. C'est juste qu'en le mettant en format nombre, il m'ajoute des zéros après la virgule. Je peux le convertir en date. Donc là, c'est le 17 mars 1900 parce que, pour rappel, une date, elle est stockée sous forme de nombre. Et donc le 1 correspond au 1er janvier 1900. Et à chaque fois, on augmente d'un jour et donc d'un chiffre par jour.
Donc j'ai même le format heure ou d'autres formats comme la fraction, etc. Nous, on va sélectionner la colonne, on va le mettre en format nombre, puis après on va enlever les deux chiffres après la virgule. Pour la date, comme ici, donc tu peux l'avoir en différents formats. Tu peux l'avoir en date longue, par exemple, en date courte comme avant. Et sinon, tu peux trouver un peu plus de formats dans autres formats numériques. Puis, par exemple, pour la date, dans date, tu as d'autres formats possibles, comme par exemple celui-ci ou celui-ci, qui donne une autre façon d'écrire la date. Mais c'est uniquement au niveau de la mise en forme que ça change, parce que sinon, le texte à l'intérieur, il sera toujours le même. D'ailleurs, tu le vois ici sur la barre de formule, c'est toujours une même date. Donc voilà, donc ça, on va pas mal l'utiliser quand même sur le ruban. Et sinon, tu peux utiliser directement le raccourci clavier CTRL Maj 1. Et donc, j'obtiens le format des cellules que je peux changer à cet endroit-là. Je peux d'ailleurs aussi récupérer mes paramètres d'alignement, de police, de bordure, de remplissage. Là, il y a aussi la protection, on verra ça plus tard. Tu peux aussi, dans certains cas, personnaliser ton format de cellule. Par exemple, pour la date, donc je vais aller dans autre format numérique encore une fois, j'ai l'option personnaliser. Donc tu vois, dans personnaliser, j'ai pas mal d'options différentes. Pour la date, j'ai par exemple l'option MMM-AA. Donc le M, ça correspond au mois et -AA comme année. Donc là, en gros, si je choisis ce format personnalisé, ok, ben tu vois, ça ressemble alors au diminutif du nom mois, tiré les deux derniers chiffres de l'année. Si je reviens sur le format des nombres, CTRL Maj 1, je peux personnaliser aussi un nombre, par exemple 0,00 si je veux deux chiffres après la virgule. Donc les dièses correspondent aux chiffres. Là, il y a un espace entre ce dièse-là et le deuxième. Ça correspond à la séparation entre le chiffre des milliers et le chiffre des centaines. Ça, c'est si jamais on veut gagner un peu en lisibilité pour un nombre supérieur à 1000, par exemple. Si je fais ça, voilà. Là, pour une date, on est en effet supérieur à 1000, mais tu vois que j'ai un espace pour la séparation des milliers. De même, tu as aussi la possibilité d'indiquer une couleur. Ça, c'est vraiment des formats de cellules, on va dire, avancés, hein. C'est plus complexe, ce ne sera pas forcément toujours utile de le mettre en place. Mais en gros, tu peux même rajouter une couleur en cas de nombre négatif. Donc là, c'est pour ça que tu as le rouge entre crochets, puis le signe moins, qui correspond donc à la couleur si tu as un nombre en dessous de 0. Il y a un cas de figure où un format personnalisé, ça peut être vraiment pas mal de mettre en place. Ça va être par exemple pour les codes postaux. Si par exemple j'ai une colonne code postal, donc tu vois que le 17480 il a été bien reconnu. Par contre, le 03450, bah, le 0 s'est enlevé automatiquement parce que il reconnaît le nombre en 3450. Donc dans ces cas-là, je peux forcer un format personnalisé type code postal. Donc je vais dans autre format numérique, puis après j'ai l'option spéciale. En premier, j'ai le code postal. On voit que j'ai aussi la possibilité d'avoir un numéro de téléphone. Ça peut être pratique aussi pour avoir la mise en forme typique d'un numéro de téléphone. On va tester code postal, cliquer OK, et là tu vois tout de suite que eh bien, ma mise en forme elle commence bien par un 0 pour le 03450. Alors que tu vois, dans ma barre de formule, j'ai toujours trouvé 450 d'affiché. Donc voilà, ça peut être pratique dans certains cas de connaître ces formats personnalisés. On aura aussi l'occasion dans un module suivant de voir tout ce qui est mise en forme conditionnelle. Ça va être dans le cas de vouloir mettre en surbrillance des cellules en fonction de leur valeur, par exemple. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc juste pour revenir sur les formats personnalisés, sur la partie de gauche, ça correspond à la mise en forme de ton nombre dans le cas où celui-ci il est supérieur à 0, il est positif. Il faut vraiment s'imaginer qu'à la place des zéros, à la place des dièses, tu as un chiffre. Donc c'est pour ça que là, on veut un espace entre le 1000 et le 100. Et on veut deux chiffres après la virgule. D'où les deux zéros après la virgule. Ce qu'on a à droite, c'est la mise en forme que l'on souhaite en cas de nombre négatif. On voit que c'est la même chose, sauf qu'il y a un moins devant. Et le crochet rouge juste avant montre qu'on veut en plus de ça ajouter une couleur. Ça peut être utile pour mettre en valeur des valeurs négatives qui sont peut-être une anomalie ou un point de surveillance à avoir. Donc ça, c'est le format si la valeur est positive et ça, c'est le format si la valeur est négative. Donc ça voudra dire que tu pourrais aussi mettre une couleur si le format est supérieur à 0. Donc tu pourrais par exemple mettre bleu entre crochets. Et donc on obtient ça, à chaque fois deux chiffres après la virgule, l'espace pour séparer les milliers et les valeurs en rouge quand tu as des chiffres ou des nombres négatifs. Dans un tableau comme celui-ci avec pas mal de lignes, pas mal de colonnes, je peux un peu vite me perdre dans le sens où si je cherche un nom de sorcier tout en bas, je perds le nom des en-têtes de colonne, donc je sais pas forcément de quoi il s'agit quand on parle de 57, 12, même Nordalis. Donc c'est vrai que c'est pas trop pratique. Et pareil, si je vais à droite pour voir ce qu'il y a dans les colonnes de droite, je perds l'info de qui est le sorcier.
Donc il faudrait que je dézoome à la limite, mais c'est pas forcément mieux. Et en plus, quand tu as des tableaux encore plus longs, bah, tu peux pas dézoomer complètement. Tu ne verras rien du tout. Et donc pour ça, il existe une méthode qui te permet de figer en fait une partie des cellules. Par exemple, de figer cette partie-là que je sélectionne. Et par exemple, si on veut figer le nom et le prénom, bah, ce sera aussi possible. Pour cela, il faut que tu ailles sur le ruban dans Affichage, puis il faut utiliser Figer les volets. Donc tu peux par exemple figer la ligne supérieure. Donc là, c'est pas forcément le mieux parce que figer sorcier d'Excel, c'est pas forcément ce que tu voulais. Toi, tu voulais aussi figer la ligne 2. Tu peux figer la première colonne, c'est pas trop mal, mais pareil, peut-être que tu avais aussi envie de figer la deuxième colonne. Mais tu vois qu'en tout cas, la colonne nom, elle est bien figée et en déroulant sur la droite, tu gardes l'information de qui tu parles. Pour annuler ce que l'on a fait en termes de volets figés, tu peux cliquer sur libérer les volets. Là, ça va complètement te déverrouiller les volets, entre guillemets. Et donc là, le plus simple, c'est de repérer vraiment ce que tu veux figer. Donc si tu veux figer à la fois les deux premières lignes et les deux premières colonnes, eh bien, il faut que tu places ton curseur, ta souris, à l'endroit juste après, à savoir sur la cellule, juste après la colonne que tu veux figer. Donc là, sur la colonne C, et sur la ligne qui est juste après les deux lignes que tu veux figer. Donc, ce sera vraiment en cellule C3, il faudra se placer. Comme ça, on va figer ce qui est au-dessus et ce qui est à gauche. Donc là, j'ai sélectionné la bonne case, puis après, je vais dans Figer les volets, puis je clique directement non pas sur Figer la ligne supérieure, figer la première colonne, mais sur Figer les volets. Tu vois que c'est bien par rapport à la sélection actuelle. Si j'utilise la molette vers le bas, ça m'a bien figé mes noms de colonnes. Si je me déplace vers la droite, ça m'a bien figé mes deux premières colonnes. Donc ça va être un réflexe dès que tu travailles sur des grands tableaux, de le faire le plus tôt possible, ça va te faire vraiment gagner du temps pour éviter à chaque fois de faire des allers-retours entre ah oui, je suis allé là, ah mais de quoi il s'agit? Mais il s'agit de Nightshade. Ensuite, parfois, tu as créé des colonnes, mais tu n'en as pas forcément besoin, ou du moins pas dans l'immédiat, tu souhaiterais la masquer. Bien, c'est tout à fait possible. Il suffit de, par exemple, sélectionner une colonne. Donc là, si c'est la colonne I, puis tu fais clic droit, masquer. Donc là, tu vois que je passe de la colonne H à la colonne J, et la colonne I, elle existe encore, mais elle est juste masquée. Pour la réafficher, je peux sélectionner les deux colonnes entre, et après, je double-clique ici, sur la bordure, et ma colonne réapparaît. Sinon, tu avais l'option, après avoir masqué, tu sélectionnes les deux colonnes qui sont de part et d'autre de ta colonne masquée, puis tu fais clic droit, afficher. La même chose est applicable pour les lignes, hein. Sachant que là, je t'ai montré pour une colonne, tu peux très bien faire pour deux colonnes. D'ailleurs, tu peux aussi très bien faire pour plusieurs lignes. On peut le tester ici. Donc, j'ai sélectionné plusieurs lignes, et après, j'ai juste à faire clic droit, masquer. Après, pour réafficher, je peux double-cliquer comme ça. Alors ça, c'est pas mal, mais parfois tu oublies un petit peu que tu as des colonnes masquées. Ça peut être un peu piégeux de temps en temps. Donc l'option que je te recommande d'utiliser au maximum, c'est l'option de groupement qui va te permettre de masquer et de réafficher des sections d'un tableau assez rapidement, juste en cliquant sur une petite icône. On va voir ça. Donc par exemple, on va rester sur cette sélection-là de lignes. Je vais aller dans Données, puis Grouper. Je peux cliquer sur Grouper directement. Et là, tu vois que j'ai une petite accolade qui apparaît avec un moins. Si je clique sur le moins, on voit que mon groupe de lignes est masqué. Je passe de la ligne 4 à la ligne 16. Et je peux directement le réafficher en appuyant sur le plus. Pareil, je peux faire la même chose pour des colonnes. Par exemple, si ces trois colonnes-là, je veux les masquer facilement. Donc, je vais cliquer ici sur Grouper. Puis après, le moins. Il existe des raccourcis clavier si tu n'as pas forcément envie d'aller sur Données, Grouper à chaque fois. Donc pareil, il faut que tu sélectionnes les cellules à masquer, les colonnes ou lignes du moins. Puis tu maintiennes appuyé les touches du clavier Alt, Maj et flèche de droite. Puis après, pour effacer ce groupement, tu peux cliquer au contraire sur Alt, Maj, flèche de gauche. Alt, Maj, flèche de droite pour ajouter le groupement. Alt, Maj, flèche de gauche pour complètement l'effacer. Après, tu peux appuyer sur le moins, le plus pour masquer temporairement ou réafficher les colonnes. Donc ça peut être vraiment pratique quand tu veux gagner en lisibilité sur ton tableau, suivant l'information que tu vas afficher sur le moment, notamment quand tu as des tableaux avec plein de colonnes. Parce que encore, c'est vrai, sur les lignes, tu peux faire des filtres pour ne conserver que les infos qui t'intéressent, mais sur les colonnes, tu peux pas faire vraiment de filtre, donc l'outil de groupement est d'autant plus utile pour les colonnes. Si jamais tu veux pas forcément utiliser le Alt Maj, flèche de gauche, flèche de droite, tu peux aussi très bien donc continuer à utiliser le grouper dissocier. Donc grouper, on l'a fait et après dissocier, ça va remplacer le Alt Maj, flèche de gauche. Donc ça enlève complètement mon groupement.
Donc sachant que tu peux faire des groupements dans des groupements. C'est-à-dire que là, j'ai fait un groupement sur ces lignes-là. Et si en plus de ça, je veux faire un autre groupement à l'intérieur, par exemple ici, pour grouper les lignes 6, 7 et 8, je peux à nouveau cliquer sur grouper ou Alt-Maj flèche de droite. Là, j'ai double groupement. Je peux choisir d'afficher celui-ci, hop. Donc ça peut être utile de cumuler les groupements dans certains cas, mais n'en abuse pas trop non plus. Tu peux vite te retrouver avec trop d'informations sur la partie gauche, avec plein d'échelles de groupements de partout. Donc pour résumer sur les raccourcis clavier qu'on a utilisés pour les groupements, donc tu as Alt Maj et flèche de droite pour grouper, pour effectuer un groupement, qui va te permettre après de masquer ou réafficher des colonnes par exemple. Et tu as dissocié pour faire l'inverse, donc pour enlever le groupement que tu avais fait. Donc c'est Alt Maj flèche de gauche. Ton classeur, tes cellules, tu peux les protéger en empêchant l'accès aux autres. Donc c'est comme si tu mettais un cadenas, tu fermais la clé. Et tu peux aussi les partager à d'autres utilisateurs. C'est comme si tu donnais un double des clés du cadenas à quelqu'un d'autre. Donc dans Excel, un classeur peut être un outil que tu utilises que pour toi, mais ça peut être aussi parfois un outil collectif, donc que plusieurs personnes vont utiliser. Donc ce sera important aussi de savoir comment collaborer en temps réel et aussi protéger ces données, parce que tu as pas non plus envie que tes collègues ils te cassent complètement ton fichier en modifiant des formules, en modifiant des cellules qu'il fallait pas toucher. Donc déjà, tu as la possibilité d'enregistrer ton fichier sur un OneDrive ou un SharePoint. Tu peux partager ton fichier là. Donc par exemple, j'ai une option en haut à droite qui me permet de partager mon fichier. Quand tu le partages à chaque fois, donc tu peux choisir est-ce que tu veux partager en lecture seule ou avec modification. Ça dépend si tu souhaites que les personnes puissent modifier ton fichier. Donc c'est vrai que voilà, si tu as tendance à travailler sur un fichier en commun entre plusieurs collaborateurs, ça quand même pas mal d'utiliser un seul et même fichier, plutôt que par exemple de travailler, par mail à chaque fois avec des copies, de ce fichier, ça sera peut-être un peu de la perte de temps, de procéder comme cela. Donc aussi l'avantage du OneDrive, c'est que tu pourras activer l'enregistrement automatique. C'est sûr que c'est super important d'enregistrer régulièrement son fichier, mais avec l'enregistrement automatique sur OneDrive, c'est automatique, donc tu as même plus forcément besoin d'y penser. Alors maintenant, comment faire pour protéger une feuille? Comment protéger un classeur? Donc pour cela, tu vas aller dans Révision, puis tu peux protéger la feuille. Donc là, ce qui est sélectionné de base, c'est protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées, c'est-à-dire que personne ne pourra modifier l'intérieur des cellules qui sont verrouillées. Par contre, on a l'autorisation de sélectionner les cellules verrouillées et déverrouillées, mais juste les sélectionner, pas de les modifier. Tu peux aussi permettre d'autres possibilités, comme si tu veux quand même autoriser une insertion de colonne, une insertion de ligne, modifier un format, tu peux le cocher également. Comme ça, les personnes qui ont le fichier Excel auront peut-être plus de liberté si toi tu l'autorises. Tu peux justement mettre un mot de passe pour éventuellement ôter la protection de la feuille. C'est-à-dire que voilà, si jamais toi tu veux modifier le fichier, si tu tapes le mot de passe, bah, tu peux ôter la protection, faire tes modifications et après protéger à nouveau la feuille. OK, donc là je peux confirmer le mot de passe et donc justement là je peux ôter la protection de la feuille si je le souhaite. Et là pour te montrer, avec la protection, je peux rien modifier parce que toutes les cellules sont verrouillées par défaut. Donc je peux même pas modifier le format, j'ai tout qui est grisé. Donc je vais retourner sur révision, ôter la protection de la feuille. Donc je vais mettre mon mot de passe. OK. Et donc là, ça dépend de ce que je veux faire. Donc si tu veux retirer la protection de certaines cellules, il faut que tu les déverrouilles au préalable avant de protéger la feuille. Donc par exemple, si tu veux déverrouiller la colonne L, je sélectionne ma colonne. Je peux aller dans Format de données, CTRL Maj 1, ou alors je vais dans Accueil. Après, dans l'onglet Protection, je peux décocher Verrouiller. OK. Donc là, il met attention, formule non protégée. Bon, ignorer l'erreur. Et là, je peux protéger la feuille, mettre mon mot de passe. OK. On va confirmer le mot de passe. Et là, donc je vais toujours pas pouvoir modifier les cellules non déverrouillées. Par contre, celle-ci, je vais pouvoir la modifier sans problème. Et celle d'après également, parce que je les ai déverrouillées au préalable. Donc voilà, le fait de verrouiller, déverrouiller la protection des cellules, ça va te permettre après d'éviter aussi des erreurs quand tu collabores sur ton fichier avec d'autres personnes. Comme ça, tu évites que certaines personnes modifient des informations que toi, tu voulais pas qu'on modifie. Donc à toi de jouer maintenant, tu vas tester en direct sur le fichier module 0101 toujours. Donc l'idée c'est que tu verrouilles l'entièreté du classeur sauf l'intérieur du tableau. Donc en gros tu verrouilles uniquement les in-têtes et le titre.
Donc je te laisse mettre pause sur la vidéo et revenir dès que tu as fini, je vais te montrer la solution. Allez, je suis de retour pour la correction. Bon, déjà, on va revenir en arrière en notant la protection. Et donc, moi, ce que je veux, c'est déverrouiller toutes les lignes après les en-têtes. Donc, je vais sélectionner ma ligne 3, puis je vais faire CTRL-MAJ, flèche du bas. Donc là, ça m'a sélectionné l'entièreté de mon tableau. Je vais même encore appuyer sur CTRL-MAJ, flèche du bas pour sélectionner même les lignes d'après si jamais quelqu'un veut rajouter des lignes au tableau. Puis, je vais appuyer sur CTRL-MAJ 1 pour cliquer sur verrouiller, donc pour enlever la coche à verrouiller. On veut vraiment déverrouiller l'ensemble de ces cellules-là. Je clique sur OK. Puis je vais protéger la feuille. Et là, je vais mettre un mot de passe. Je clique sur OK. Mon mot de passe, OK. Et là, donc là, je ne peux pas modifier les en-têtes. Par contre, je peux très bien modifier les autres cases du tableau. Et voilà le travail. Donc sachant que là, tu as vu qu'on a vu la partie protéger la feuille, tu peux aussi faire la même chose sur le classeur. Donc ça, ce sera dans le cas notamment où tu as plusieurs onglets et que tu souhaites protéger l'entièreté de ton tableur Excel, donc tous les onglets. Ce que tu peux faire aussi, notamment quand tu fais une modification sur un tableau Excel où tu penses que tu auras besoin de laisser une trace sur cette modif-là, tu peux créer des nouveaux commentaires. Par exemple, si tu souhaites mettre un commentaire ici, tu fais clic droit, nouveau commentaire, et tu peux noter formule mise à jour, le 10, le 25, etc., etc. Tu peux le publier. Et après, donc, chaque personne qui collabore sur ce fichier peut indiquer ses commentaires et tu vois à chaque fois qui c'est qui a indiqué le commentaire. Tu peux ensuite le modifier si besoin, etc. Sachant que tu as aussi accès directement à l'interface des commentaires dans Révision. Tu peux mettre nouveau commentaire, supprimer, et après tu peux aussi afficher les commentaires à droite et passer d'un commentaire à l'autre en cliquant ici. Donc là par exemple si on veut le supprimer, je vais le supprimer ici. Sinon tu aurais très bien pu faire clic droit, supprimer le commentaire. Ok, donc tu es maintenant prêt à collaborer à plusieurs sur un même fichier. Que ce soit au niveau du partage de tes fichiers, de la communication par commentaire pour tenir au courant notamment de tes modifications et aussi au niveau du verrouillage des parties sensibles de tes classeurs. Donc tu es maintenant prêt à ouvrir les bonnes portes de tes casiers tout en protégeant les grimoires les plus précieux, en verrouillant par exemple l'accès à certains casiers. C'est bon, on a pu boucler le premier module de l'apprentissage des arcanes d'Excel. Tu es maintenant capable de naviguer librement dans Excel avec directement les bons automatismes, les bons raccourcis clavier. Tu as commencé à manipuler un petit peu le ruban, les cellules, pour saisir les données, pour les protéger, pour les mettre en forme. Et donc maintenant, tu es vraiment prêt pour la suite, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir les tableaux, puis les graphiques, etc. Donc tu verras tout ça dans le module suivant. Et donc je te rappelle que la formation est accessible totalement gratuitement en cliquant sur le lien en description. Tu pourras t'exercer sur des fichiers de mise en pratique et accéder à la correction en vidéo juste après. Dans la prochaine vidéo, donc dans le module 2, je vais te montrer comment structurer tes données dans des tableaux sur Excel. Allez, je te dis à la prochaine.